tous. Donc moi, je suis architecte à chez MONP. J'ai été diplômé en 2014. J'ai eu plusieurs expériences d'agence qui m'ont du coup familiarisé un petit peu avec la sécurité incendie et la réglementation RP au sens large. Et en 2019, j'ai créé avec un associé, M. Berger, qui n'est pas très loin, une agence d'architecture. Aujourd'hui, on intervient grâce un petit peu à cette expérience-là qu'on avait développée au cours de nos différentes expériences d'agence. On intervient sur du bâti existant, de la mise en sécurité de site. Et donc, du coup, on est confronté régulièrement avec cette réglementation ERP qu'on va essayer de vous présenter un petit peu aujourd'hui. Merci Guillaume. Et moi, moi-même, voilà, on a dit l'essentiel. Donc, je suis issu du domaine de la prévention. Ce domaine m'a amené à rencontrer les architectes en réalité et m'a amené à proposer depuis 2017 par le biais de FBPrEV à proposer bien ma compétence à me proposer pour être au service de leur projet. Et puis parallèlement, ça m'a permis de mettre le pied dans le monde de la formation et donc de former assez largement les architectes sur ces questions qui relèvent de ma compétence, c'est-à-dire de la sécurité incendie et de l'accessibilité. Voilà. Mon humble domaine se limite à ça. Voilà. Alors déjà, merci beaucoup pour votre présence. On est impressionné qu'il y ait tant de monde que ça devant nous. On est tout intimidé, évidemment. Cette présence, ça nous laisse supposer que vous êtes plutôt sensible aux questions qui relèvent de la sécurité et de l'accessibilité, voire même que vous êtes concerné. D'ailleurs, vos questions nous montrent que vous êtes concerné par l'aspect réglementaire assez largement. Alors, c'est vrai que ce contexte de règlement dans l'établissement hors du public, bien, c'est un sujet, c'est une dimension absolument incontournable. C'est incontournable pour l'architecte, cette question de la prévention, de la réglementation, c'est une étape obligatoire et décisive. Alors, c'est vrai que la réglementation incendie, elle est souvent perçue comme complexe, comme stricte, voire même restrictive. C'est en fait pour l'architecte souvent un problème, une contrainte. C'est ce que je suppose. Hein. Moi, de mon point de vue, de par le fait de cette habitude à parcourir les règlements de sécurité, j'aurais plutôt tendance à dire que la prévention, elle est riche en nuances, en choix, et en fait, elle se révèle être, dans le règlement de sécurité, plutôt agile, plutôt souple, elle est pleine de solutions. C'est ce qu'on va d'ailleurs essayer de vous démontrer. Alors, on a pas mal de choses à vous dire. On va aborder plusieurs thèmes ensemble. On va parler de plein de choses. On va voir ce que dit la réglementation. Alors, il y a ce qu'elle dit et ce qu'elle dit pas, mais il y a surtout des choses qu'elle dit qui sont parfaitement logiques. Il faut savoir que ce qui est écrit dans le règlement de sécurité est issu d'une logique implacable. Elle est issue, bien sûr, d'un retour d'expérience. C'est la réalité de l'incendie. C'est la réalité des moyens qui sont à disposition des sapeurs-pompiers qui vont influencer, bien sûr, la rédaction des règles. Donc, on parlera de la réglementation, on parlera de la prévention, on parlera aussi, malheureusement, de drames qui ont nourri, qui ont développé le règlement de sécurité. Alors, on verra justement le caractère plutôt souple de la réglementation, parce qu'on verra comment jongler avec la réglementation. Et à ce moment, d'ailleurs, M. Coty va nous présenter de très beaux projets sur lesquels il a eu à travailler et sur lesquels il m'a convié. Et donc, on va vous présenter des situations qui étaient assez atypiques, hein, sur lesquelles… C'est surtout des exemples de jonglage qu'on va montrer. Exactement, d'exemples de jonglage, d'utilisation à bon escient de la réglementation. Et puis aussi, pour partager un petit peu de méthode, hein, on verra des outils d'analyse. Des outils d'analyse, alors ceux que j'utilise régulièrement quand je porte ma réflexion sur un projet, et ce, quel que soit le stade de ce projet. On est en étude de faisabilité peut-être, on est à la conception, on est peut-être même à la rédaction des notices qui sont utiles à l'obtention des demandes d'autorisation de RPI. Bien, quel que soit cet avancement d'un projet, cet outil dont je vais vous parler tout à l'heure, mais je garde du suspense, cet outil est très intéressant. Cet outil, peut-être que d'ailleurs vous le connaissez, vous pouvez nous dire dans le chat, est-ce que vous avez déjà entendu parler du clic d'Evecrem? Je pose la question.
Alors, si vous n'avez pas entendu parler, peut-être dites rien, parce qu'on ne va pas s'en rendre compte, mais sinon, dites oui. Et si personne dit oui, on comprendra que c'est très peu connu. Le clic d'Eve Crème. Ouais, je le redis, c'est bien ce que vous avez entendu. Non, voilà, Stéphane, non, par exemple, non. Voilà. Si quelqu'un en a entendu parler, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Alors, c'est très intéressant, je crois, comme outil pour un architecte, enfin, j'ai l'impression, parce que dans les formations que j'anime auprès des architectes, je partage cet outil. Et effectivement, une fois qu'il est appliqué, ça marche très bien. Hein, pour rechercher l'information dans le texte, ça marche très bien. Voilà. Allez, on en dira plus tout à l'heure. Alors, on va effectivement, tout d'abord, parler de la réglementation, voir ce qu'elle dit. Effectivement, ce qu'elle dit, c'est le fruit du retour d'expérience. Elle va, par le retour d'expérience, ce fâcheux retour d'expérience, intégrer des mesures de prévention. Alors, j'avais côtoyé un officier sapeur-pompier qui avait coutume de dire « un drame, une émotion, une loi ». Et malheureusement, c'est très vrai, quand il y a des drames, on fait des constats, il y a des observations. Ces constats, ces observations enrichissent le retour d'expérience et permettent de faire évoluer la réglementation. Ça fait un travail de la réglementation. Un travail de la réglementation par le fait de la prévention. La prévention s'intègre dans la réglementation incendie et se développe au fil du temps, au fur et à mesure, malheureusement parfois, de drames et du retour d'expérience. Dans mon domaine, on considère que la prévention, c'est une discipline scientifique dont la finalité est la protection de la vie des êtres humains et la sauvegarde des biens. Alors, pour parvenir à ce but, la prévention, elle va se fixer des objectifs. Elle va notamment nous amener à limiter les risques de naissance du feu, par tout un tas d'aspects, par le fait de règles sur les installations techniques. On aura malheureusement pu le constater tout à l'heure, parfois une installation technique est l'origine de l'incendie. Elle va aussi nous inviter à prendre des mesures, très souvent ici, ça concerne le constructif, qui vont permettre de limiter les risques de propagation. Alors là, justement, limiter les risques de propagation, ça va m'amener à vous parler d'un sujet que probablement vous connaissez. Ce sujet, c'est le comportement au feu. Quand je parle du comportement au feu, je parle de deux choses en réalité. D'une part, il y a la réaction au feu. La réaction au feu, c'est le comportement des matériaux qui, malheureusement, peuvent développer l'incendie. Faites gaffe à ce qu'on met. Par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. On le verra tout à l'heure. Et puis, un autre aspect, c'est la résistance au feu. La résistance au feu, c'est le temps pendant lequel les éléments de la construction vont jouer un rôle malgré le fait de l'incendie. Et donc, on verra que le règlement de sécurité tend par des règles, à limiter les risques de propagation. On va notamment, pour donner un exemple parlant, faire un classement au risque des locaux et adapter, bien sûr, la protection au risque. Évidemment, elle va aussi songer à l'évacuation. Il y a aussi ici des questions qui sont d'ordre constructif. La largeur des dégagements. Il faut que les dégagements soient suffisants en nombre, en largeur, judicieusement répartis. Donc, ça concerne le constructif, ça concerne également l'architecte. Et elle va aussi, cette prévention, nous amener à faciliter l'intervention des secours. L'intervention des secours qui se fait, on le notera, au premier temps de l'intervention pour le sauvetage. Donc, pour directement assurer la protection de la vie des êtres humains. Ce sauvetage, qui est réalisé d'ailleurs grâce à des échelles, et donc ces moyens à disposition des sapeurs-pompiers font parfaitement sens avec la réglementation. Alors, je vous parlerai, je ne vais pas le dire tout de suite, je vais simplement évoquer l'idée, je parlerai d'une valeur du règlement. Cette valeur, c'est 8 mètres. 8 mètres, plus ou moins de 8 mètres. Dans bien des cas, ça interpelle parce qu'on retrouve cette notion, on la retrouve cette notion dans différents contextes. Eh bien, cette notion, elle est tout simplement liée, rattachée à la hauteur des échelles aériennes. Je détaillerai un peu plus tard, mais qui, lorsqu'on peut les porter, lorsqu'elles sont dites échelles à coulisses, permettent aux sapeurs-pompiers d'atteindre cette hauteur de 8 mètres. Au-delà de 8 mètres, les pompiers ont besoin d'échelles aériennes. Et là, évidemment, c'est un engin, c'est beaucoup plus impressionnant, difficile à mettre en œuvre. Ça prend peut-être un peu plus de temps. Et donc, toutes ces réflexions, vous voyez, ont impacté la disposition réglementaire. Tiens, j'en profite dans le chat. En même temps, je vais essayer de jeter un coup d'œil. Est-ce que cette notion de 8 mètres, vous l'aviez déjà remarqué dans les règlements de sécurité pour ceux
pour ceux qui ont eu l'habitude déjà de les parcourir, ces règlements. Hein. Ça influe sur la stabilité au feu, par exemple. Hein. On va le voir malheureusement assez vite. Oui, il y a des personnes qui lèvent la main, mais alors s'ils peuvent nous écrire, ça sera plus intéressant. Alors voilà, ce qu'elle dit finalement, c'est logique. C'est logique parce que ça fait sens au regard de ce qui a pu se passer. Ça va imposer des règles mûries par l'expérience. Il y a ce qu'elle dit, il y a ce qu'elle dit pas. Ce qu'elle dit, c'est ce qui va être conforme. Ce qu'on va faire en application du règlement, ça va être de la conformité. Ouais, je vois qu'il y a des oui, hein. Il y a pas mal de gens qui ont remarqué cette notion de 8 mètres dans le règlement. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est aviez-vous déjà remarqué que c'était en lien avec la hauteur des échelles aériennes, hein, qu'il y avait une réflexion par rapport à la hauteur des échelles aériennes. Ça, c'est une question qui est intéressante. Alors, je reviens à mon propos. Ouais, tout à fait. Voilà, dernier plancher haut à moins de 8 mètres, effectivement. Donc, je vois qu'il y a voilà, il y a des oui, il y a des oui. Très bien, très bien. Donc, il y a de la logique. Il y a de la logique. Alors, ce qu'elle dit, ce qu'elle apporte, c'est la conformité. Si on fait comme le règlement, on fait conforme. On n'est pas forcément qualitatif, mais normalement, on n'est pas totalement en dehors des clous, puisque la prévention, elle est intégrée, justement, pour que les choses se passent bien. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut rester en bonne intelligence par rapport aux principes fondamentaux qui, eux-mêmes, ont créé la logique, la règle elle-même. Revenir parfois, quand ça se complique d'ailleurs, à l'idée de départ, c'est une démarche qui est tout à fait, qui me paraît tout à fait sensée. Hein. Ça se complique un peu, ouais. Mais alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est ça. Ah bon. Vous voyez, ça permet de repositionner son approche et sa réflexion. Alors oui, comme on l'a dit, ça s'est nourri du Eurotext. Et pour vous parler du retour d'expérience, je vais citer deux drames hein, qui sont très certainement connus. Dans le chat, vous nous direz. Deux drames. L'un est le collège Édouard Pailleron, incendie criminel du collège Édouard Pailleron, tandis que l'autre est le dancing le 5-7. Alors, pourquoi on a choisi ces drames? Eh bien, on a choisi ces drames parce que ces drames, ce sont des drames qui ont beaucoup marqué l'histoire de la prévention et donc la réglementation. Et puis aussi parce que ça me permettait de donner un exemple où justement le comportement au feu est au cœur du sujet. Alors, le comportement au feu, il y a deux thèmes, hein. Il y a réaction au feu et il y a résistance au feu. Bon bien, pour ce qui est de l'incendie du collège Édouard Pailleron, vous le remarquez malheureusement sur cette photo, l'école, le collège, s'est effondré. Donc là, on va aborder une thématique qui, dans le comportement au feu, est la résistance au feu. Et puis, quand on parlera du dancing, on verra que c'est différent. C'est déjà un contexte, alors il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est déjà un contexte de matériaux, de choix des matériaux, un contexte qui nous amènera à parler de la réaction au feu. Alors, je vais commencer par Pailleron. Pailleron, on est le 6 février 1973, quand cet incendie criminel cause la mort de 20 personnes, dont 16 enfants. C'est un bâtiment qui a été édifié en quelques mois seulement. Alors, il y a eu des motivations hein, à cette construction rapide et à ce process particulier. J'explique. On est sur une structure et une charpente métallique. Alors, on est dans les années 70 et là, il y a des enfants à scolariser en nombre et il faut malheureusement concevoir les établissements. On a l'impact du baby-boom, on a tout ça qui fait qu'il faut rapidement trouver des solutions pour constituer les établissements scolaires. Malheureusement, certains choix se sont révélés néfastes et sont regrettables. La structure, on l'a dit, et la charpente sont métalliques. Eh bien, il faut savoir que sous l'effet de la chaleur, la résistance va diminuer. Elle va diminuer avec l'augmentation de la température. Bien qu'incombustibles, les structures métalliques sont sujettes à perdre toute ou une partie de leur résistance quand la température va augmenter au-delà de 550 degrés. Alors, dans les courbes normalisées de feu, quand on étudie la question de l'évolution du feu en incendie, eh bien, on note qu'en 5 minutes, les gaz chauds qui baignent les parois et les planchers hauts exposent ces dernières à des températures qui passent de 20 à 560 degrés. Donc, on a dépassé la température critique en moins de 5 minutes. Et donc, résultat,
le bâtiment s'est effondré. Et puis le feu s'est très vite propagé. Il y a là des vides qui ont favorisé la propagation de l'incendie. Il y a aussi une réaction au feu de matériaux qui apparaît comme inadaptée. Et on a aussi une particularité sur la disposition des escaliers qui rend l'évacuation un peu compliquée, d'autant plus que les occupants, ce soir-là, élèves et professeurs, ne connaissaient pas encore bien les lieux. Le résultat est que leurs corps ont été retrouvés dans les décombres, alors qu'ils étaient encore au 4e étage. Et donc, évidemment, ça a été un drame. C'est un drame parce que ça alimente l'émotion, il y a des enfants, et donc ça va impacter la réglementation. On a, à nos dépens, donc malheureusement, appris de ce drame. Presque immédiatement, on a des alarmes d'incendie et des exercices d'évacuation qui vont devenir obligatoires dans tous les établissements scolaires. D'un point de vue architectural, les établissements qui sont du même type de construction, Pailleron, vont progressivement être détruits ou réaménagés. Il y a d'autres établissements du type Pailleron qui ont brûlé, mais par chance sans faire de victimes, donc des constructions sur la même base. Je les ai notés là. Pour mémoire, on a Colombes en 98, Royan en 99, Bavay en 2001, Montluçon en 2007, Le Mans en 2010, et par chance, à chaque fois, il n'y a pas eu de victimes. J'ai regardé avant de faire cette conférence d'ailleurs, parce que j'avais envie de me réimprégner de tout ça, un reportage sur cet incendie criminel, et je peux vous dire que c'était assez intéressant vraiment. Il y a un contexte politique, il y a un contexte d'association de victimes, il y a un moment, une évidence, c'est que ce qui a été fait n'aurait jamais dû être fait. On s'est inspiré d'un modèle anglo-saxon de bâtiments avec des structures métalliques, mais qui, eux, se limitaient à un seul étage. Or ici, on voit sur le plan, on compte ici 4 ou 5 étages sur ce bâtiment. Donc, on a une approche d'une règle dans un pays qui est autre et une adaptation qui dépasse le bon sens, Là, on va parler évidemment de la structure. Sur Pailleron, c'est un effondrement. C'est une thématique de résistance au feu. Si on passe... alors tiens, je me pose la question, aviez-vous déjà entendu parler, je regardais dans le chat, c'est pour ça qu'on forge les épées, j'ai pas compris cette phrase de Bruno, mais oui, effectivement, oui, ça y est, c'est monté au cerveau, je viens de saisir, d'accord, voilà. À ce propos, oui, aviez-vous eu, j'allais dire vent, je sais pas si c'est le bon mot, aviez-vous déjà entendu parler de ces drames, de cet incendie criminel de Pailleron et de ce dancing le 5-7? Alors, je vous pose la question parce que je trouve que c'est très intéressant d'être au fait de ce qui a pu se produire, de comprendre pourquoi c'est arrivé. Parce que bien souvent, c'est ce qui s'est passé qui a donné lieu à la règle. Et donc, ça nous permet de mieux maîtriser la règle. On va parler maintenant du dancing le 5-7. Là, on est le 1er novembre 1970. Et au matin, les chaînes d'information annoncent 146 morts. En majorité des jeunes qui étaient partis danser, qui étaient partis faire la fête, dans un club, une boîte, au décor psychédélique, qui était situé à 14 km de Voiron, sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont. Il me semble que c'est l'Isère. Là, le feu s'est très vite propagé. C'est très très vite propagé. Les décors sont faits de papier mâché, de polystyrène expansé, et on note aussi la présence de plastique qui, au moment de l'incendie, vont fondre, faire des gouttes et des débris enflammés, mais aussi du polyuréthane. Alors, on comprend bien qu'ici, on a un sujet de réaction au feu. Alors, si vous voulez, on va regarder un petit schéma du dancing. Alors, on a une entrée qui est ici. L'entrée est là avec un tourniquet. On a 2 ou 3 pistes de danse. On a un orchestre. Et alors, quand le feu a pris, il y avait environ 180 personnes dans la boîte. Il s'est très, très vite propagé du fait des matériaux. Et très vite, c'est la panique, la bousculade. On tente de fuir, on tente de sortir. Mais les issues que vous voyez à gauche, ici, elles sont verrouillées par crainte des resquilleurs. Alors, il y a un tourniquet. Le problème, c'est qu'il tourne que dans un sens. Il permet de rentrer. Alors, 1 ou 2 personnes arrivent à passer, mais 1 ou 2 seulement. Rien que dans cette entrée, les autorités rapporteront avoir ramassé pas moins de 60 cadavres. Donc, on est vraiment sur
Un drame, encore une fois, qui marque l'opinion publique. On est sur des jeunes qui étaient partis faire la fête. Alors, le propriétaire, mais aussi le maire, ainsi que Fabricant. Alors, oui, alors il y a eu une ribambelle de personnes qui ont été concernées. Il y a le propriétaire, le maire, mais aussi l'installateur de chauffage et le fournisseur de polyuréthane qui ont été condamnés. Il faut savoir que l'ouverture s'était fait un petit peu anticipée. Dans la région, il y a des dizaines de discothèques qui ont été inspectées et fermées. Et dans les semaines qui ont suivi le drame, le 31 octobre 73, il paraît un décret, et c'est ce décret qui va donner naissance à ce qu'on appelle les établissements de 5e catégorie. Alors, il faut savoir que les établissements sur du public sont classés en catégories, des catégories 1 à 5. Et alors, les catégories 1 à 4, c'est ce qu'on appelle les grands établissements. La 5e, ce sont les petits établissements. Ça impose également la présence, depuis cette date, d'un officier préventionniste dans les commissions. Ça vient préciser le rôle de celle-ci, notamment au niveau départemental. Alors, conclusion sur l'Eurotex, eh bien, le retour d'expérience, il permet d'amener des règles, des exigences qui vont impacter les dispositions constructives d'une part, techniques d'autre part, mais aussi administratives. Et ça, au regard des caractéristiques de l'établissement. Alors, notamment au regard de l'effectif, car c'est l'effectif qui va nous donner la catégorie. Il va nous classer dans les catégories 1, 2, 3, 4 ou 5, comme on vient de le voir, les petits établissements. Mais aussi l'activité. Les activités apportent des spécificités, des particularités. Il est évident que les règles de sécurité ne peuvent pas être les mêmes dans un hôpital où il y a hospitalisation par rapport à un restaurant. On est dans un contexte parfaitement différent. L'hôpital, on y retrouve, par exemple, des personnes qui sont alitées, qui sont dépendantes de machines. On retrouve des réseaux de gaz médicaux, de l'oxygène. L'oxygène, c'est un gaz comburant, donc sur l'incendie, c'est un véritable sujet. Donc, on va avoir une adaptation aussi des règles de sécurité par rapport à l'activité. Ça va donner ce qu'on appelle le type. Alors, tout à l'heure, on vous donnera des exemples, justement, qui sont de type R. Et là, justement, ces exemples vont faire sens avec nos cas concrets d'après, car ce seront également des types R. J'entends par là que ce sont des écoles. Sauf que là, pour l'instant, je vais vous parler d'une école internat, et vous montrer ce que ces caractéristiques vont imposer. Alors, autre caractéristique qui a un impact, c'est bien sûr la hauteur. Et enfin, je conclurai sur un dernier élément, internat, locaux à sommeil, ça aussi c'est impactant. Voyons ce que ça donne. Prenons un exemple, 5e catégorie, hauteur moins de 8 mètres, ça fait sens avec les échelles de tout à l'heure. Bien, on impose une stabilité au feu d'une demi-heure, et encore, même pas si on est à rez-de-chaussée. Alors par contre, plus de 8 mètres, le règlement impose une stabilité au feu de 1 heure. D'ailleurs, il impose également un encloisonnement des escaliers. On a bien des dispositions techniques qui sont impactées ici par la hauteur. La présence de locaux à sommeil, ça va être décisif sur un aspect, l'aspect technique du système de sécurité, qui va devoir comporter de la détection automatique d'incendie. Les gens dorment, ils ne sont pas vigilants. Le système est alors sujet à pouvoir veiller pendant qu'ils dorment. On va avoir également ici des commissions de sécurité. Puis on se rend compte que plus on progresse dans la catégorie, donc au regard d'un effectif, plus la disposition réglementaire va imposer. C'est-à-dire que sur un établissement de première catégorie, on est à plus de 8 mètres sur une stabilité au feu qui s'impose de 1 heure et demie. On a toujours cet équipement d'alarme de type 1. Là, la périodicité des commissions de sécurité est ramenée à 3 ans. Alors, là, c'est un cas concret de type R avec locaux à sommeil, et ça tombe plutôt bien parce que ça va nous permettre de rebondir sur 2 cas concrets, justement, les cas qu'on souhaitait vous présenter. Et ces 2 cas, comme Guillaume le disait, sur lesquels il a fallu jongler, être au moins habile avec l'application des dispositions réglementaires. Et alors, on va vous parler, je vais laisser la parole à Monsieur Poty. On va vous parler, premièrement, du réaménagement de l'Institut national, voilà, INALCO, réaménagement de l'Institut national des langues
et civilisation orientale. Et puis après, plus tard, on vous parlera également de la mise en sécurité de l'université Assas Panthéon Melun, si je ne me trompe pas. Voilà, mon cher Guillaume, je vais te laisser la parole. Moi, je vous ferai une magnifique établissement. Très bien. Donc, du coup, on va commencer par l'INALCO. Donc, c'est le cadre de ce programme. Donc, du coup, pardon, vas-y, tu me disais. l'INALCO, c'est beau, j'allais dire. L'INALCO, c'est beau. Donc, c'est l'Institut des langues. Et en fait, là, on va s'intéresser au bâtiment historique de l'INALCO. Donc, c'est un bâtiment qui avait été cédé sous Napoléon et c'était pour l'étude des langues et des civilisations orientales. Donc, il y a des éléments de contexte qui sont un peu particuliers. On est dans le centre de Paris, à Paris 7e, à l'angle rue de Lille, rue des Saints-Pères. Il y a donc ce critère de contexte fort qui est donc, parce qu'en plus, on est régi sous le plan du PCMV, donc plan de sauvegarde et de mise en valeur. Donc, c'est globalement pour chaque décor, chaque élément de démolition ou élément de projet, on va être vérifié par un ABF, architecte des bâtiments de France, et la commission du Vieux-Paris. Donc, il y a tout un process qui est du coup un petit peu plus lourde et qui impose vraiment toute justification, même pour la sécurité incendie. Donc c'est un hôtel particulier. Donc, vous pouvez voir un petit peu les photos là qu'il y a. Donc il y a des rôles un peu d'honneur, des décors, des éléments vraiment très remarquables. Et on n'a pas mis les plus belles, hein. Non, je déconne. Et on n'a pas mis les plus belles. Et en plus, on les a mis, on a mis, elles sont quand même pas mal. Hein, elles sont pas mal. Non, on a quand même choisi. Et donc du coup, dans ce contexte-là, que le maîtrise d'ouvrage en fait nous sommes, d'améliorer en fait les situations de sécurité. Et donc, du coup, on va devoir trouver un programme qui s'inscrit dans une démarche d'urgence de levée d'avis défavorables. Donc, ils ont attendu 2 commissions défavorables pour, en fait, rapidement engager des travaux sous peine de fermeture. Donc, les avis sont signifiés. L'ambition est donc, d'une part, d'améliorer les conditions de sécurité et d'accessibilité. On parle bien d'amélioration de conditions de sécurité. On ne pourra jamais mettre le bâtiment parfaitement dans les règles. Et d'autre part, d'accroître la capacité du site, tant dans la prestation proposée que dans la capacité d'accueil. C'est-à-dire qu'on va non seulement lui rajouter des programmes, le faire grimper d'effectifs, tout en corrigeant ses carences. Et les carences, on va pas tout vous les détailler, mais c'était de l'ordre d'escaliers discontinus, d'escaliers non reliés entre eux, enfin des règles assez lourdes, et puis un manque surtout de dégagement. Et c'était ça. Et dans le contexte en fait du bâtiment historique, c'était du coup très compliqué d'en rajouter. Donc l'ambition est donc d'une part d'ailleurs qu'on a augmenté l'effectif, ce qui nous a fait passer. Excuse-moi de t'interrompre, mais de la 4e à la 3e catégorie. Et ça, c'est bien sûr. Oui, c'est qu'en fait, on passe donc de 4 à 3, de 4e à 3e, et on passe donc d'un effectif qui était de moins de 250 personnes à plus de 350. Et donc, ça a posé tout un cas de questions, et d'autant plus que la commission et les personnes sous avis défavorable vont regarder le dossier avec une attention très particulière, quoi. Mais c'est là que je vais passer la main à Florian pour justement qu'il vous expose un petit peu sur le dégagement, quoi. Oui, tout à fait. Oui, le sujet des dégagements, ça sera un vrai sujet. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a cette notion de passer de la 4e à la 3e catégorie. Ça, je vais en parler un petit peu. Mais il y a ce sujet des dégagements. Il y a le fait que, en réalité, les façades, donc, elles sont classées, n'est-ce pas, hein, on ne peut pas toucher. Oui, bien sûr. Oui. On peut pas toucher à ça. Sauf que les sorties que proposent ces façades limitent l'effectif à 300 personnes. Or, le programme, c'est 350. Alors, comment on fait? Donc là, on va voir qu'il y a un vrai sujet. Il y a eu nécessité à bien jongler avec le règlement. Alors, on sait effectivement, je reviens un peu sur ces notions de catégorie, on l'avait un petit peu expliqué tout à l'heure, donc là, ça nous donne l'opportunité d'aller un peu plus loin. Là, vous voyez qu'au regard des effectifs admis, on va être classé dans une catégorie qui est plus ou moins élevée. La plus élevée, c'est la première catégorie. Et donc, initialement, sur l'INALCO, nous étions à un effectif public et personnel de 250 personnes. Donc, nous étions en réalité dans la 4e catégorie et le projet nous amène à peu près 350 personnes. Et donc, on passe en 3e catégorie. Ce passage, effectivement, en 3e catégorie, ça nous enjoint à nous conformer aux dispositions réglementaires qui sont induites par l'activité de type R, mais aussi par la catégorie, qui est la 3e catégorie. Alors évidemment, on ne pouvait pas absolument tout conformer. Il y a des points qui ont fait l'objet de dérogation. Alors d'ailleurs, c'est un peu exceptionnel, il faut le souligner. Il y a eu au total 13 demandes de dérogation qui ont été approuvées par l'autorité, 10 au titre de la sécurité et 3 au titre de l'accessibilité. Mais ce n'est pas des cadeaux, c'est des dérogations qui sont justifiées. Et puis de toute façon, qui dit dérogation
dit compensation. Donc, on ne peut pas simplement déroger et dire, bah, écoutez, ça, on ne le fait pas. Il a fallu à chaque fois assurer une compensation de par, bien là, par exemple, un système de sécurité incendie de catégorie A, c'est-à-dire exactement la même chose que s'il y avait des locaux à sommeil, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire de la détection automatique d'incendie, alors que le type R de troisième catégorie sur locaux à sommeil ne nous l'imposait pas. Il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait citer. Alors, il y avait aussi des volontés comme le fait de ne pas encloisonner certains escaliers. Alors, je vais revenir en arrière justement pour que vous voyez bien la vue. Là, vous voyez, on est dans le volume d'un escalier, c'est l'escalier A. Et on a de parfaites hauteurs ici. On avait, alors je ne sais plus combien de mètres, Guillaume, tu te souviens? Oui, ouais, à peu près 5 mètres, et des éléments de décor qui interdisent en fait d'empoisonner la cage. Voilà. Et c'est ça qui du coup est compliqué. Donc il faut un bon préventionniste déjà et puis il faut quand même une petite notion des règles pour essayer de trouver le moyen de contourner autour et d'aller compenser cette règle en fait. Alors là, on a proposé par exemple les écrans de cantonnement. Les écrans de cantonnement, ce sont des retombées, on les a fait en verre. Ce sont des retombées qui sont disposées à la sous-passe des planchers hauts ici, et qui, ces retombées, vont s'opposer à, si vous voulez, à l'écoulement latéral des fumées, parce que les fumées, par nature, elles vont avoir tendance à monter, mais quand elles trouvent un obstacle, un plafond, elles vont s'écouler latéralement. Et donc, les retombées qui sont constituées limitent la progression des fumées, et notamment limiteront, dans le contexte de l'INALCO, l'envahissement de celle-ci, l'envahissement de l'escalier, pardon, par celle-ci. Vous voyez, l'idée est là. Alors, mais surtout, il y a eu un vrai sujet sur les dégagements. Alors là, c'est un petit peu technique. Ça sera le moment où peut-être vous allez couper pour faire une pause, je ne sais pas, parce qu'on va rentrer dans des dispositions techniques du règlement de sécurité. Alors, encore un petit schéma. Alors, ici, l'INALCO, avant travaux, on a ici une disposition qui est particulière, que je vais expliquer. On a une disposition portée par l'article CO36, paragraphe 3, qui ici nous fait mal. On peut dire que ça a été techniquement, je vais expliquer. Là, vous pouvez remarquer. Juste peut-être, vous êtes tombé sur un plan du rez-de-chaussée à l'état existant en fait du bâtiment. Donc il y a des choses après qui vont évoluer, mais c'est surtout sur un point précis qu'on va attirer votre attention. C'est pour ça que c'est ce que tu présentes. Oui, tout à fait. Ouais. Là, vous pouvez remarquer ici une sortie. Elle permet de quitter le site. Cette sortie, elle compte 3 unités de passage. Alors, l'unité de passage, c'est une mesure qui permet de déterminer la largeur. Pour vous donner une idée, 3 UP, c'est un bloc porte qui fait à peu près moins 5% au pire, 1,80 m de passage, 1,80 m. On a 5% de tolérance négative, donc si on est un peu puriste, on dira qu'on a au moins 1,71 m de passage par ici, vous voyez. Donc ça, pas de problème, on l'a, c'est assuré. Par contre, si on regarde la partie sud du bâtiment, on a là une sortie, c'est justement en bas de l'escalier qu'on vous a montré tout à l'heure, une sortie qui ne fait qu'une unité de passage, et puis par un autre chemin, avec encore une fois quelques marches, une autre sortie, elle aussi, elle fait une unité de passage. Alors ceux qui sont un peu sachants du calcul des dégagements, ils pourraient nous dire, bah, là il y a 3 dégagements qui totalisent 5 UP. Mais en fait, ce serait une erreur. Ce serait une erreur au regard d'une règle que je vais vous lire. La règle dit, donc c'est au 36 paragraphe 5, les établissements locaux, niveaux, secteurs, donc là l'établissement, qui totalisent un effectif de plus de 200 personnes, notre ambition c'est 350, donc on y est, ne doivent pas comporter de dégagement ayant une largeur inférieure à 2 unités de passage. Ah, bah là on n'y est pas. Ici et là, c'est une UP. Alors, toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une fois, soit dans le nombre des dégagements dits normaux, soit pour la valeur en UP qu'ils apportent. En quelque sorte, il faut qu'on fasse une relecture de tout ça. Là, 3 UP, pas de problème. On va considérer que c'est un dégagement, et c'est bien 3 unités de passage. Là, par contre, on regarde cette règle, ce dégagement de une UP, c'est soit une UP, et on le compte comme une UP, soit un dégagement, mais si on l'a compté comme dégagement, ça rapporte 0 UP. Ça rapporte 0 UP. Alors, même si on peut au mieux, avec ce contexte-là, on pourrait trouver, en prenant un en dégagement, un en UP, on pourrait trouver 2 dégagements qui totalisent 4 UP. J'en ai pris un en dégagement, un en UP, pour avoir au moins 2 dégagements. On sait qu'il faut 2 dégagements jusqu'à 500. Après, il faut quand même le bon nombre d'UP pour aller jusqu'à 500, et là, c'est l'UP.
Parce que avec 2 dégagements totalisant 4 UP, on est limité à donc 300 personnes. Et encore une fois, le problème, c'est que notre ambition, c'est 350, c'est pas 300. Et bien là, regardez, on a proposé, ça a été approuvé, ça a été validé, on a proposé, je vais reprendre le terme de Guillaume, de jongler avec le règlement de sécurité par le fait d'une règle qui est portée par l'article CO43, cette fois-ci, paragraphe 3. Alors, qu'est-ce que ça dit? Cette fois-ci, ça dit que lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de 2 portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 mètres, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement qui totalise le nombre d'unités de passage au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Moins de 5 mètres entre 2 sorties, c'est une seule sortie et on compte toutes les UP. Voilà ce que dit la règle. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas 5 mètres, on a bien plus. Il faut faire tout le tour. Eh bien, qu'à Saint-Étienne, on a déposé le voile ici, le mur. Alors, je pense qu'il avait ça n'a pas été simple, parce que c'était, c'était pas de la brique. Sur une pile porteuse et qui s'alignait quand même sur 5 ou 6 niveaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que la règle, on l'a inversée. C'est-à-dire qu'au départ, elle est surtout restrictive. Et c'est l'une des premières fois où finalement, on s'est servi de cette restriction pour le coup, jouer un rôle favorable. Quoi. Ouais, en ouvrant le voile ici, on s'est retrouvé à mettre en évidence qu'il y a moins de 5 mètres entre les 2 montants les plus rapprochés de ces sorties de 1 UP. Et au regard de cette règle, on a dit, ça fait un dégagement de 2 UP. Il n'y a plus de dégagement de 1 UP. Alors effectivement, on pourrait se demander si ça fait sens au regard de l'esprit de la règle. En tout cas, je trouve que ça ne contrevient pas parce que l'idée, c'est quand même d'inviter à l'évacuation. Et c'est vrai que quand on a comme ça, au fond d'un couloir, comme c'était le cas ici, une petite porte un peu timide de une UP, on se demande si on ne va pas hésiter à s'y engouffrer, quoi. Alors que là, on a une ouverture de la façade avec 2 plans qui sont bien balisés et qui nous relient pleinement à l'extérieur et qui sont à même de nous enjoindre à évacuer. Donc ce cas était assez intéressant. C'était un exemple parmi tant d'autres et on ne peut pas vous présenter l'ensemble du dossier parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais celle-ci était vraiment à retenir parce que... Alors, on ne dira pas le nom de l'architecte qui, juste avant, avait essuyé, je crois, 2 ou 3 avis défavorables parce qu'il ne connaissait pas cette règle, qui est un architecte qu'on aime beaucoup parce que c'est un grand ami, en fait, Guillaume et moi-même. Et alors, moi, je me souviendrai toujours l'avoir vu sur cette règle, en train d'hurler après l'autorité de police en disant « Mais merde, il y a bien 1, 2, 3 dégagements, 1, 2, 3, 4 et 5 UP, je comprends pas ». Et c'est à ce moment qu'on lui a fait remarquer qu'il existait une règle qui nous invitait à ne pas compter et en UP et en dégagement les sorties de une UP. Et là, il nous a regardé blême en disant « Ah merde, effectivement, il y a une dégradée, en fait. Et le problème, il faut imaginer que tout ça s'intervient dans un contexte où on a déjà fait le recueil des besoins avec le client, où il y a déjà des mois d'études, et qu'en fait, il est plus possible d'imaginer que le client maintenant rend plus son programme, quoi, parce que c'est trop avancé, quoi. Et donc l'intérêt un petit peu l'intérêt, c'est essentiel, de pouvoir jouer un petit peu, de comprendre un peu l'essence de cette règle, c'est que subitement on peut retourner un petit peu la situation et pour une fois, du coup, la jouer à notre avantage, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Alors, je réponds aux questions. C'est une belle valeur ajoutée pour le client, quand même, quoi. La règle des 5 mètres, c'est des articles CO, en l'occurrence, on l'a dit, c'est le CO43. Donc, c'est applicable aux ERP qui sont les grands, ceux qu'on appelle également de premier groupe. Donc, j'ai exclu là la 5e catégorie. Ce sont les ERP de catégorie 1, 2, 3 et 4. Cette règle-là, elle s'impose, sauf dans les locaux dont la dimension n'excède pas 10 mètres, parce qu'évidemment, quand le local est tout petit, demander qu'il y ait 5 mètres entre 2 sorties, ça ne ferait pas sens. Mais sinon, elle s'impose à ces ERP-là du premier groupe. Alors également, il y a une remarque, oui, de venteux de 90. Alors, on a un peu plus de 90 à chaque fois, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus conforme à l'accessibilité qui, je le rappelle, quand il y a 100 personnes au moins, impose, dans le cadre bâti existant, un passage d'1,20 m sur 2 vantaux, et le ventail couramment utilisé dans le cadre bâti existant doit faire au moins 0,80 avec un passage libre à 0,77. Et évidemment, dans le neuf, c'est pire. Dans le neuf, on serait passé sur un 1,40 m avec un ventail à 90. Donc ici, non, le ventail pouvait faire moins. Et alors, faire moins. Et en fait, pour la petite histoire, en réalité, on a changé ces 2 portes pour justement satisfaire à ces dispositions. Parce que voilà, j'avais demandé si on avait demandé une dérogation, je me souvenais plus. Non, on l'avait pas demandé. Et en fait,
la raison à ça, c'est que le plan qui vous est exposé, c'est finalement 2 fois le plan existant, mais sur lequel, sur le deuxième plan, sur le plan de droite, on a venu gommer le mur. Et la raison à ça, c'est qu'en fait, le plan projet contenait tellement d'informations qu'il n'était pas présentable en l'état sans faire de zoom. Et l'idée, c'était quand même de vous présenter un plan d'ensemble. Donc, du coup, la remarque est judicieuse. Et là, en l'occurrence, on avait changé les portes. Mais les portes ont resté quand même dans le cadre on n'est pas perturbé les éléments de façade. Et ça nous avait été autorisé à la fois par l'ABF et la commission du Vieux-Paris. Oui, tout à fait. Alors, quand on prend la parole comme ça, comme nous le faisons ici, on a toujours un peu l'inquiétude de savoir si notre propos a été clair, audible, surtout qu'on balance de la disposition réglementaire. C'est-à-dire il est quelle heure là? Il est bientôt 19h. On a toute une journée. Voilà, c'est-à-dire que bon, il est possible que certains se soient endormis. J'espère que c'est pas le cas. On espère que ce n'est pas le cas. Mais je me demandais à vue de ça, est-ce que ce qui a été expliqué a été compris dans l'ensemble? Je vais lire les réponses sur le chat si ce qu'on vient de dire pour ce cas de l'INALCO a été saisi. Je voudrais m'en assurer. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, compris, tout compris, parfait, oui, c'est très clair. Ah oui, j'ai pas vu moi. Attends, ah oui, en fait, ça n'a pas descendu. Tout compris, parfait. Bah écoutez, tant mieux, peut-être que ceux qui n'ont pas pigé le truc, ce qui serait totalement compréhensible, se font discrets. Mais c'est qu'on a été brillant, cher Guillaume. Hein, non, mais par contre, cette règle-là, il faut quand même bien la comprendre parce que même aux autorités, il a fallu l'expliquer. C'est-à-dire que c'était tellement inversé qu'ils ne comprenaient pas en fait qu'on active ce CO pour en fait finalement dire et considérer que notre dégagement au lieu de notre 2, maintenant vous le considérez comme un seul en fait. Alors, vous totalisez toutes ces UP. Ça a été expliqué. Ouais, tout à fait. Et même le bureau de contrôle, pour qu'il le valide au début, il avait dit, mais attendez, c'est quoi votre truc, en fait? Et au final, oui, c'était plutôt bien amené. Et à la commission, il dit, mais je peux pas vous le refuser parce que je fais que ça, finalement, reconsidérer un ensemble de dégagements comme un dégagement unique où je viens à comptabiliser toutes les UP, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, clairement, ça a replacé après. Mais après, ça intervient dans un contexte très particulier. En réalité, sur un bâtiment non classé, est-ce qu'on n'aurait pas recréé autre chose? Mais là, quand on est bloqué, effectivement, ça permet de sortir des situations, quoi. Et alors oui, il y avait une question, je rebondis dessus. Est-ce que ça concerne toutes les catégories? Donc non, ça ne concerne pas la 5e. Mais la 5e catégorie, finalement, j'ai la réglementation là, je vais vous... Et c'est ton schéma d'avant, en fait. C'est finalement tous les établissements de premier groupe donc, qui vont regrouper les 1, 2, 3, 4e catégorie et le deuxième groupe ou au 5e où là, du coup, il n'y a pas ce dispositif de comptage pour les dégagements. Il n'y a pas ces notions de 5 mètres, mais de toute façon, il y a quand même une notion. Alors, le règlement dit ça. En 5e catégorie, on ne nous parle pas des 5 mètres. On nous dit que les locaux, les niveaux, les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne pas comporter de cul-de-sac. Donc, il y a la notion du judicieusement réparti qui, de toute façon, peut nous amener à discuter du caractère judicieux quand on note qu'il n'y a pas les 5 mètres, hein, même si c'est pas marqué noir sur blanc qu'il y a 5 mètres. Enfin, vous voyez, il y a une réflexion qui peut être posée dans le contexte de l'RP5 qui peut même être pire que les 5 mètres. Ça s'est vu. Il y a eu des exigences parfois des services instructeurs qui peut-être, enfin, je vois cette catégorie. Non, mais c'est souvent une belle parade en fait. Quand parfois sur les 5e, le judicieux est mal compris, et ben, du coup on applique la règle du coup d'après. Et souvent ça permet de mettre un peu tout le monde d'accord en fait. Mais tu as raison en fait, le terme judicieux en fait implique même qu'il y a une nuance quoi. Et parfois avec les autorités ou certaines en tout cas, il y a effectivement parfois des aberrations quoi. On va demander des dégagements partout. Bref, donc du coup c'est parfois intéressant de monter sur une autre catégorie. Ouais, alors, il y a quelqu'un qui dit que sur Mayotte, même à Mayotte, ils n'ont pas de si beaux bâtiments. Oui, mais ils ont du soleil. Moi, à Amiens, j'en ai pas, donc vous ne pouvez pas me faire. Voilà, on clôt le débat. Alors, hauteur du plancher, inférieur à 8 mètres. Du coup, non. Ici, on était sur oui, pour les escaliers, je comprends la question. Non, INALCO, on a 4 étages sur rez-de-chaussée, on a plus du mètre. Il y avait bien une obligation à encloisonner l'escalier, et donc le caractère de l'écran de cantonnement s'inscrivait en démarche de demande de dérogation. C'était l'une des nombreuses demandes de dérogation qui était motivée par le fait que si on a un encloisonnement de l'escalier, on a une porte qu'on nous impose de maximum 2,20 mètres. Et là, quand on a... je vais abuser. Ça devenait ridicule en fait. On avait une porte de 2,20 mètres qui coupait une hauteur de 5 mètres. Voilà. Et on regarde les hauteurs sous plafond, il y avait de quoi placer des magnifiques écrans de cantonnement en termes de dimension et donc de proposer quelque chose qui s'accepte, quoi. Mais à la fin, les escaliers, du coup, on avait des dispositifs de compensation pour les encloisonner. Mais il y avait même deux choses. Il était aussi discontinu. Il faudrait du coup vous montrer tous les plans d'étage qui seraient. Oui, alors il n'y a pas que celle-là comme demande de dérogation. Il y en a eu 10 au titre de la sécurité. Donc il y avait pas mal d'autres points qui étaient, qui ont été sujets à être évoqués. Mais il y a aussi énormément de choses qui ont été faites pour améliorer les conditions de sécurité. Sachant que
ce qui est remarqué et apprécié de la part des autorités, c'est de voir le point initial du dossier et vers quoi on le conduit, en fait. Et globalement, il s'agit bien d'une amélioration des conditions de sécurité et pas d'une mise aux normes, en fait, qui serait impossible sur ce genre de bâtiment. Donc, c'est en ça que... Même si elle était exigible du fait de changement de catégorie. Bien sûr. Le changement de catégorie nous impose ça. Donc, évidemment, on leur donnait tout loisir d'être exigeant. Ils pouvaient refuser, oui, complètement. Ils pouvaient tout refuser, voilà. Bon, après de longues négociations, effectivement, tout le monde a trouvé que tout ce qui était proposé faisait sens, quoi, parce que à un moment, on peut pas tout bloquer, il faut aussi être dans l'argumentation, on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs, elle doit ouvrir le champ des possibles, elle n'est pas là pour bloquer, elle est là pour intégrer un paramètre, le paramètre de la sécurité. D'ailleurs, si elle est complexe, c'est peut-être parce qu'elle essaye d'ouvrir le champ des possibles. Elle pourrait être simple en vous disant, bah, vous faites que de la pierre à simple rez-de-chaussée, quoi, et puis voilà, c'est fini, quoi, fin du volume. Sauf que ça nous arrangerait peut-être pas en termes, enfin, les architectes seraient un petit peu moins intéressés, je pense, par la profession. On va vous présenter un second cas. Le second cas qui est, si je ne me trompe pas Guillaume, l'université Assas de Melun, le bâtiment de la Reine Blanche, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et donc, du coup, là, c'était une ambition un peu similaire, donc sur un bâtiment beaucoup plus récent. Mais c'était encore une ambition de mettre en sécurité et en accessibilité. Le contexte, donc, cette fois-ci, un petit peu différent. L'université ne répond pas aux obligations de sécurité qui étaient imposées par réglementation. C'est-à-dire qu'il existe des écarts entre ce qui aurait dû être fait et ce qui n'a pas été fait. Donc là, on a un exemple qui, cette fois-ci, illustre bien la situation. Il n'y a pas de façade accessible. Il y a bien des baies, mais elles sont d'un côté sur un niveau et qui ne donnent pas forcément accès au niveau d'à côté. Et c'est une notion, Florent, peut-être que tu peux développer un tout petit peu là-dessus, peut-être, sur cette notion de façade accessible. Oui, effectivement, ce bâtiment-là, il est plutôt bizarre. Hein. Alors, parce que de conception, il est récent. Hein. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il soit tel que le règlement a été écrit à l'époque. Sauf que c'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt étonnant. Oui, les baies accessibles, les façades accessibles, voilà. Les façades accessibles, c'est des façades qui vont permettre aux services de secours donc d'intervenir à tous les niveaux qui reçoivent du public. Et donc, pour ça, elles doivent réglementairement comporter une sortie normale au niveau d'accès au bâtiment, mais aussi des baies à tous les niveaux, sur la même façade, des baies à tous les niveaux. Alors que là, vous avez d'un côté une sortie avec une baie au, je sais plus, j'ai dit une connerie, au 3e étage. Sur une autre façade, vous aviez une sortie puis une baie au 1er étage. Et puis en fait, vous n'aviez aucune façade sur laquelle il y avait bien des baies à tous les niveaux. Donc le pompier, dans son intervention, il était quand même pas dans une situation très favorable. Mais il n'y a pas que ça, d'ailleurs, sur le bâtiment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Non, il y avait aussi le sujet du désenfumage. Oui. C'est encore plus étonnant. Ouais. Le désenfumage de certains escaliers, donc c'était les escaliers un peu magistraux, ils étaient réalisés en soufflage, en partie haute et extraction en partie basse. Ouais, ça c'est. Ouais. C'était pas fini, ces mêmes escaliers, en fait, ils ouvraient des trémies directement dans le volume du hall. Donc sans être encloisonné, sans être tout ça. Donc là, on a une situation qui aggravait presque le risque d'incendie. Donc il a fallu repenser l'ensemble de la stratégie de sécurité et parfois par simplification de ce qui avait été proposé à l'époque. En fait. Et d'ailleurs qu'on n'a jamais totalement compris pourquoi ils venaient à souffler dans ces escaliers-là et finalement descendre des fumées. Et à propos ensuite, dans le cadre, il y avait aussi le sujet de l'amphithéâtre. La simplification de l'escalier, on peut peut-être en parler d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on avait un truc qui était un peu dingue, hein, Guillaume. On avait un soufflage en partie haute dans un escalier qui n'est pas encloisonné, enfin qui est ouvert sur un hall, et une aspiration en bas. C'est comme s'ils essayaient de repousser les fumées pour les dans le hall en bas, quoi. Là où tout le monde convergeait, en fait, quoi. C'était même pas de la surpression, c'était un balayage inversé, quoi. Ça existe nulle part dans le règlement de sécurité. Et les pompiers eux-mêmes, quand ils ont vu ça, ils ont dit vous êtes sur vos trucs là non, c'est quand ils ont simplifié en fait. Donc c'est pas terrible, on voudrait changer ça. Et du coup, on a simplement on a simplifié les choses, on a simplement alors on a créé des trémies pour créer je crois que c'est des exutoires ou des ouvrants, je sais plus, mais on l'a passé des enfumages en balayage naturel, tout simplement, n'est-ce pas? Et c'était ça, des exutoires en fait. Tout à fait, ouais. Alors que bon, à la base, on avait un système compliqué qui marchait pas, que les pompiers trouvaient ça affolant. Et ce qui est marrant, c'est même que le site ait pu se maintenir avec autant de temps, c'est qu'en fait, quand il y a un moment un pompier qui a compris le schéma de fonctionnement et qui nous a dit, mais attendez, vous êtes en train de ramener des fumées dans un hall où tout le monde converge en cas d'évacuation, vous soufflez de la fumée dans les issues de secours. Là, ils ont dit non, vous arrêtez tout. Oui, et puis il n'y avait pas que ça. Alors en fait, non, il y avait un dernier point aussi. Effectivement, il y avait ce sujet de 2 escaliers encloisonnés, réglementairement encloisonnés, et quand on a regardé, il y avait en fait une trémie qui, on ne sait pas pourquoi, nous ramenait dans le volume d'un autre escalier qui, lui, n'était pas encloisonné. Mais un truc hallucinant, quoi.
Et on pense que c'est une erreur à la conception sur les plans parce que le bâtiment n'était pas simple. De conception, il n'était pas simple. Moi, je me souviens d'avoir visité pendant presque 2 jours entiers avant de bien le comprendre. Pourtant, on le voit, il n'est pas énorme, hein, c'est un petit truc, quoi. Non, et puis il Malgré s'était ça, rajouté des éléments de trémie qui liaient effectivement des issues entre elles et qui n'étaient pas justifiés en fait. Et qui du coup venaient complètement il y aggraver avait tout effectivement le schéma de des sécurité, quoi. quadricomes qui n'étaient pas conformes non plus. Effectivement, on avait aussi des trémies qui n'étaient pas conformes, qui n'étaient pas. D'ailleurs, on les voit d'ici. Hein. On voit qu'il y a une trémie qui relie sur la vue qu'on a là. On voit qu'il y a une trémie qui relie le rez-de-chaussée au premier étage. Et effectivement, ce type de trémie, ça doit répondre à des règles. Et là, on n'y répondait absolument pas. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour améliorer les conditions de sécurité. Et alors, je t'ai coupé. Tu avais parlé justement, de l'amphithéâtre. Ouais. Alors il y avait un double enjeu en fait. Il a fallu intégrer l'accessibilité et faire face aux conséquences de la mise en sécurité. Donc en fait, ça se renvoyait un petit peu la balle et c'était pas évident. À ce propos, dans le cadre donc du coup de l'amphithéâtre, je crois que c'est plutôt qui doit le présenter et nous on fait peut-être le rappel des règles. Ouais, bien sûr. Ouais, je vais en parler. Je vois ce que tu veux dire. On avait la nécessité de rendre accessible cet amphithéâtre. Sauf qu'une fois que c'est accessible, on parle ici des personnes notamment qui sont en fauteuil roulant, hein, il y a la question de les mettre en sécurité, quoi. Et donc là, C'est peut-être évidemment, le plan qu'on pourrait afficher qui serait peut-être bien sûr, intéressant. on va montrer ça, voilà. Là, c'est le plan de l'amphithéâtre. Alors, c'est le plan après travaux. Oui. On a effectivement un certain nombre de places qui sont accessibles et qui sont réglementaires à l'usage des personnes qui circulent en fauteuil roulant. Donc, on a un ascenseur qui permet l'accessibilité. Alors, on a une demande de dérogation ici pour une porte qu'on a justement passée en va-et-vient au regard des valeurs qui n'existaient pas sur les espaces de manœuvre de porte, mais on a quand même proposé quelque chose qui a été reconnu comme étant accessible et validé. Mais la question qui s'est posée, c'est bon, comment ça se passe en cas d'incendie? Parce que l'ascenseur qui nous permet d'accéder à la prestation et qui permet à la personne fauteuil roulant de fréquenter le lieu, il n'est pas, dans le contexte de ce bâtiment notamment, et c'est souvent le cas, pas utilisable pour l'évacuation. Alors, du coup, on a fait un truc un peu particulier. On a créé une rampe. Alors là, attendez. Devant la scène. Elle est conforme, une rampe de 10%. Alors, avec un petit palier quand même, mais on a une longueur qui est quand même assez importante. Une rampe de 10%, je rappelle que dans le cadre bâti existant, si on parle d'accessibilité, hein, ce n'est autorisé qu'exceptionnellement, et c'est limité sur une longueur de 2 mètres. Et là, je ne sais plus combien on a, mais il y a peut-être 4 ou 6, je ne sais plus, enfin, il y a 2 rampes successives. Mais alors, est-ce que ça, c'est non conforme à l'accessibilité? Eh bien non, parce qu'on n'est pas du tout sur l'accessibilité ici, on est sur la mise en sécurité. Ce qu'on a en fait proposé, c'est que les personnes en fauteuil roulant, en cas de nécessité à quitter les lieux, à se mettre à l'abri, elles soient soit en sécurité dans la salle si l'incendie est extérieur à celle-ci, soit s'il y a nécessité à quitter la salle, d'être amenées avec de l'aide humaine via cette rampe sur la scène. Et grâce à une paroi d'isolement qui est au fond de la scène, Oui, en vert. Oui. Voilà, en vert, rejoindre des espaces qui, oula, ça a bugué, des espaces qui vont leur permettre de se mettre à l'abri. Donc là, on a créé une rampe qui n'est pas une rampe au regard de l'accessibilité. Pourquoi? Parce que accessible, un bâtiment accessible ou un aménagement accessible, ça sous-entend dans des conditions normales de fonctionnement. Là, on n'est pas dans une condition normale, on est dans la condition de l'évacuation. Hein, et du coup, c'est même pas discriminatoire au sens de ce qui est accessible. Donc, on a proposé effectivement cette solution qui a été validée, approuvée, qui intègre l'aide humaine et qui permet de faire ce qu'on appelle une évacuation différée, hein, en quelque sorte. Hein. Ici, les personnes qui sont en fauteuil roulant, vous comprenez, parce qu'elles sont à l'étage, elles n'ont pas la possibilité de quitter les lieux comme les valides. Hein. On est sur une évacuation différée. Alors, on pourrait penser que c'est un sujet d'évacuation différée qui est totalement nouveau, parce qu'on parle d'accessibilité depuis quelques années seulement. On a la loi 2005-102 hein, qui a finalement généralisé cette notion d'évacuation différée. Mais l'évacuation différée, elle existait déjà avant, puisqu'on avait des types dans lesquels c'était prévu, des types d'établissements. Je pense aux maisons de retraite, je pense aux hôpitaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, les personnes sont alitées, elles ne peuvent pas descendre l'escalier. Donc, on les déplaçait. Hein, on appelait ça le transfert. On appelle ça le transfert horizontal. Donc, cette notion d'évacuation différée, elle s'est simplement généralisée. Et là, c'est ce qu'on a proposé. On a proposé d'assurer une évacuation différée en assurant, en quelque sorte, un transfert hein, des personnes qui sont
qui sont en situation de handicap. Et ça avait plein d'avantages pour la maîtrise d'ouvrage, c'est que c'était finalement des aménagements assez légers à faire. Et il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas la possibilité de créer de S. Enfin, c'est très compliqué, en fait, là-dedans. Et donc, avec ce petit twist, qui venait pas finalement perturber la scène, qui venait pas tant faire perdre de place, qui venait pas rajouter des cages enfin des éléments trop structurants sur le projet initial. Parce qu'il fallait, l'idée, c'était quand même de laisser au maximum le volume existant et d'être mesuré dans nos interventions. Et ben là, juste, entre guillemets, avec la création d'une rampe, de s'assurer bien, par contre, quand même, du compartimentage et quelques porte-feu, et ben on a réussi à venir corriger, en tout cas, ce problème-là d'évacuation des personnes en situation de handicap. Alors, il a fallu qu'on précise bien à la commission d'accessibilité que là, c'est pas le chemin accessible et que là. Ouais, parce que finalement, ils le comprenaient pas, parce que le premier, ce qui saute aux yeux, c'est de dire que votre rampe n'est pas accessible, vous renvoyez votre copie, quoi. Or, en l'occurrence, c'est parce que c'est pas l'objet de cette rampe. La scène ne reçoit pas le public. Donc, la scène ne reçoit pas le public. Donc, au titre de l'ERP, tout du moins, elle n'avait pas à se conformer, quoi, sur ce point. C'était quand même, c'est encore une fois, il a fallu l'énergie parce que dessiner une rampe dans le cadre d'un projet qui n'est pas conforme, les gens butent un peu quand même, au début. Et puis dans les faits, en réalité, pour les personnes qui voudraient en fauteuil roulant accéder tout de même à la partie scène, l'ascenseur, il assurait quand même un passage vers la circulation. Tout à fait. Donc, au pire des cas, il pouvait quand même accéder, mais dans le principe, de toute façon, c'était pas une scène qui reçoit du public. Et donc, ce chemin-là n'est pas un chemin pour l'accessibilité, on n'est pas sur le chemin accessible. Donc, une fois qu'on leur a expliqué, ils ont dit, ah bah ok, ça c'est pas notre domaine. Du coup, on comprend que ça c'est pour la mise en sécurité et c'est une solution que vous proposez aux autorités qui ont validé cette solution, qui l'ont approuvée. Voilà, tout simplement. Il y avait quand même pas mal de dérogues, parce qu'il y avait quand même il y a eu quelques je me souviens plus du nombre exact, mais il y avait quand même des sanitaires qui débouchaient directement dans les escaliers. Enfin, c'était quand même très particulier oui, tout à fait. Alors, conception initiale. Pour un bâtiment récent, c'était vraiment particulier. Oui, justement, c'est un bâtiment. D'ailleurs, on a choisi de vous parler de ce bâtiment parce que effectivement, il y a un sujet accessibilité. On voit qu'il y a un lien entre sécurité et accessibilité. On voit que c'est aussi un sujet qui est dimensionnant. L'accessibilité, on a évoqué le fait des portes tout à l'heure. Quand on accueille 100 personnes et plus, on voit qu'il y a un attendu de l'accessibilité. Mais surtout ici, c'est un contexte où, dans l'intervention, on a dû être extrêmement méthodique parce qu'on a dû mesurer l'écart entre ce qui aurait dû être fait et ce qui a été fait. Et justement, là, ça me permet de vous parler de la méthode de cet outil qu'on appelle… Juste avant que tu partes, il y avait il y a des toutes petites questions peut-être qu'on peut prendre. Oui, bien sûr, je vais regarder. On regarde juste peut-être le plan, on remet le plan. Et donc il faudrait que le ventail fasse, non, c'était autre chose. Il y a une question, mais comment font-ils pour accéder? Alors, les personnes en fauteuil roulant, elles peuvent prendre l'ascenseur au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, elles arrivent dans un petit couloir qui les amène à l'amphithéâtre. Là, la porte, elle est en va-et-vient. Donc, la question de l'espace de manœuvre a été réadaptée pour qu'ils puissent pousser la porte plutôt que la tirer parce qu'il n'y a pas le recul qui allait bien. Mais il fallait aussi que la porte ouvre dans le sens de l'évacuation. Donc, on avait. Mais remets peut-être juste le plan. On avait décrit aussi une situation normale où la porte restait lors du remplissage de la salle. C'était comme ça qu'on avait eu aussi. On avait. Alors, il y a ça aussi. Il y a le fait que c'est une porte asservie. C'est une porte DAS et c'est une obligation réglementaire dans le contexte du type R pour cette catégorie. C'est-à-dire que la porte est à fermeture automatique en plus. Néanmoins, ça n'empêche pas que elle pourrait très bien être fermée. D'ailleurs, il est prévu dans le fonctionnement que quand l'amphithéâtre se remplit, les portes sont sur leur ventouse, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'elles sont en position dite d'attente. Et effectivement, pour des questions d'exploitation, on peut, une fois que la salle est pleine et que le cours commence, on peut fermer les portes et isoler phoniquement le volume de cet escalier qui donne sur le hall. Donc lui, on accède par l'ascenseur qui est juste là, vous voyez. Exactement. Et donc, vous imaginez qu'en situation normale, la porte… On peut arriver jusque là. Et puis en cas d'incendie, du coup, à défaut de prendre l'ascenseur, on est amené sur scène et on est ramené sur cette façade-là qui est rendue accessible et de fait, la personne qui est en fauteuil roulant pourra être prise en charge par les secours dans un espace qui sera de fait protégé de l'incendie un temps suffisant, du moins pour qu'elle puisse être évacuée. À défaut que ce soit suffisant qu'il le fasse, parce que ma foi… Le va-et-vient ne servait qu'à ça, en fait, dans cet exemple-là, c'était pour satisfaire le remplissage de la jauge, en fait, quand la salle se remplit. Une question aussi, quel est l'effectif je ne sais plus. On est en deuxième tableau, si tu arrives à zoomer. 900 personnes, je m'en souviens. 900 personnes, puisque un peu moins de 900 personnes, parce que justement, il manquait aussi des dégagements.
et on devait assurer pour 900 personnes. Quand on a mesuré, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Certaines portes qui étaient comptabilisées, alors je vais te dire une connerie, 3 UP, donc il y a une tolérance négative, on l'a dit tout à l'heure, de 5%, et bien on se rendait compte que quand elles étaient ouvertes, ces portes-là, c'est rien, c'est le chargeur qui est tombé, et bien le bâton de maréchal tapait, et du coup limitait l'ouverture à peut-être 1,60 m seulement, alors que il fallait 3 UP. Donc on avait dû, alors je sais plus ce qu'on avait fait, mais on avait dû modifier des portes. C'était toutes les portes du sas d'entrée finalement. Donc ça, on l'a pas exposé parce que finalement c'était que les remplacer. Et on avait joué. Il y avait beaucoup de choses. Hein, donc on aurait sur les portes d'entrée, il y avait ça, et en plus pour les manipuler, elles étaient dans une forme de pente. Donc c'est un peu toute la zone d'entrée qu'on avait remaniée. Mais encore une fois, limite, c'était des points ponctuels. Est-ce que Guillaume, est-ce que tu as vu d'autres questions sur ce sujet? Non, écoute, je pense que c'est bon. Très bien, très bien. Alors oui, je m'apprête à vous dire que ce contexte, ce sujet, a nécessité une étude assez méthodique. Et pour mener à bien cette étude, on a justement utilisé l'outil que je vous ai présenté et qui s'appelle le clic d'Evecrem. Le clic d'Evecrem, c'est des abréviations de CL pour le classement. Et on part de ça, parce qu'avec le classement, il y a acronyme MS et EA. Alors MS, c'est moyen de secours, EA, c'est équipement d'alarme. L'équipement d'alarme de type 1, par exemple, c'est celui qui a de la détection incendie. Je réponds dans le chat. Voilà. Alors, je ne sais pas où on a mis ces acronymes-là, parce que du coup, je me rends compte qu'on les a peut-être pas. C'était avant, c'était 18h37, donc ça devait être un moment, je pense. Ah oui, voilà, voilà, c'est temps que ça monte encore une fois. Hein, il n'est jamais trop tard. Je viens seulement de recevoir le message, donc voilà, je ne sais pas pourquoi. J'en reviens à mon sujet du clic d'Evecrem. Donc, le clic d'Evecrem, c'est des acronymes de classement et tout par-delà, parce que le classement permet de déterminer la réglementation applicable. Le classement, c'est nous donne le type, et chaque type donne des spécificités, et ça nous donne aussi la catégorie. On l'a vu, la catégorie impact aux dispositions constructives, techniques, administratives. Donc, on fait le classement. Là, le classement, pas de problème, on était bon, on savait, on était sur un ERP, donc alors principalement, c'est un type R, hein, de deuxième catégorie. Ensuite, on regarde l'implantation. L'implantation, c'est deux sujets. C'est l'isolement par rapport au tiers, par rapport au voisin. Alors là, il y avait un voisin qui était une bibliothèque, je crois. Donc, une bibliothèque, c'est un voisin particulier. Une bibliothèque du premier groupe dans les grands établissements, c'est un établissement à risque. On a dû s'assurer du coupe-feu qui va bien. Là, en l'occurrence, c'est un coupe-feu 3 heures. Bon, on a pu confirmer que ça avait été assuré comme il faut. Mais quand on s'est penché sur l'implantation, la question de ce qu'on appelle la desserte, car dans l'implantation, il y a l'isolement par rapport au tiers et il y a la desserte, c'est là qu'on s'est rendu compte que pour les pompiers, il n'y avait pas de façade accessible. Alors que réglementairement parlant, il en fallait au moins une. Alors bon, je dirais presque que ça tombe bien. On avait remarqué qu'il n'y avait pas de façade accessible, mais il y avait eu aussi quelques temps avant tu me dis si je me trompe, hein, mais une fenêtre qui s'était décrochée, quoi, et qui était tombée. Oui, c'est de toute façon, la refaire, la façade. Ouais. Non, c'était d'anciennes fenêtres de très grande dimension qui étaient aussi les battantes. Et avec le temps, en fait, elles arrivent à se décrocher. Donc sur une petite fenêtre de cuisine, c'est pas gênant, mais là, les ouvrants faisaient 2 mètres de haut. Et ils étaient passés proche du drame parce qu'ils étaient tombés sur un bureau pendant une zone de cours, enfin pendant un cours, sur l'ordinateur de l'étudiant. Terrasse plutôt. Oui, il y a eu ça, mais il y en avait qui s'étaient décrochés. Parce que ça avait cassé un ordinateur. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'était pour moi dans une salle de cours que c'était décroché. Écoute, je me trompe peut-être. Mais oui, je me souviens que ça avait cassé la table et l'ordinateur. Donc, heureusement que c'était pas une tête qu'il y avait dessous. Ils sont effectivement passés pas loin du drame, c'est clair. Hein, parce qu'on pense effectivement à la sécurité incendie, on pense à tout ça. Mais les risques d'accident, les probabilités d'accident, vous voyez, c'est pas que l'incendie. Hein. Il y a un regard qualitatif sur le lieu qui, on l'a dit, est à poser. Là, en l'occurrence, les baies qui étaient mal entretenues et lourdes, bien, elles ont été modifiées parce qu'on a compris qu'elles étaient plusieurs à risquer potentiellement de se décrocher et la façade a été totalement rénovée. Ça a permis d'ailleurs d'implanter les baies accessibles qui faisaient défaut, qui étaient manquantes. Alors après, effectivement, on va voir la construction. Donc la construction, ça aborde des sujets de la stabilité au feu, ça aborde les sujets, des sujets divers et variés, hein, mais notamment de la distribution intérieure, du classement au risque des locaux. Donc ça nous permet de vérifier, si vous voulez, que sur ces points, tout est fait. C'est un peu un outil checklist. Ensuite vient les dégagements. Les dégagements aussi sont concernés par la question de l'empoisonnement.
Oui, il fallait encloisonner. Est-ce que c'était fait? Non, c'était pas fait. Donc là, il y a une non-conformité. Point par point, on a pu ainsi noter tout ce qui n'allait pas. Alors, dans l'outil que je vous présente que sommairement, on a un descriptif qui peut nous renvoyer vers l'article à consulter. Donc, si on a le clic d'Evecrem sous la forme d'un outil, on a le sujet, l'implantation, donc la desserte, et on nous renvoie aux articles, un peu comme un petit mémo. Et de cette manière, vous voyez, c'est un outil de checklist qui permet d'aborder point par point l'ensemble des points qui intéressent à la sécurité. Et ça balaye tout. Et ensuite, le sujet du désenfumage, le sujet de l'éclairage, du chauffage, et ainsi, et ce, jusqu'aux moyens de secours. Les moyens de secours, ça va incorporer l'équipement d'alarme, les moyens d'extinction. Et donc, ça permet, je le redis, tel un outil checklist, de vérifier si tout ce qui devait être réalisé était réalisé ou non en conformité avec le règlement. Donc, on a fait un diagnostic de tous les écarts. Et donc, ensuite, dans le programme, on a intégré tout ce qui pouvait être fait pour supprimer ces écarts réglementaires. Voilà. On n'aura pas le temps d'en dire beaucoup plus parce que, pour le coup, ça, c'est quelque chose que vous pourriez découvrir en formation. Et donc, on vous enjoint à venir vous former pour découvrir le clic d'Evecrem. On garde un peu on fait du teasing. On ne dira pas tout. Sinon, c'est trop facile. Non, il n'y a pas le temps d'en dire beaucoup plus. En réalité, j'aurais aimé, mais je vais vous garder pendant des heures sinon. Donc, c'est pas, on n'a pas ce créneau. En tout cas, il faut avoir une réflexion qui se positionne entre équilibre entre prévention réglementaire et prévention, je dirais, performance, performantielle, c'est-à-dire apprécier systématiquement l'aspect qualitatif. Parfois, on va au-delà de la règle, parce qu'on considère bien une approche et elle est légitime au regard de l'observation. Elle fait sens. Elle fait sens. Alors d'ailleurs, on voit que tout est un petit peu lié. Les sujets de la sécurité et de l'accessibilité sont parfaitement liés. Mais en réalité, tout est lié. Si on regarde bien un programme, on va partir de l'ERP, de l'exploitant, de son besoin. Ce besoin et des sujets à évoluer au moment même du programme peut-être, quand on est en train d'échanger, mais aussi peut-être dans le temps, il peut y avoir, notamment dans les établissements d'enseignement, des perspectives de croissance, une évolution. Il y a peut-être aussi de l'anticipation sur des usages qui peuvent évoluer. L'école, par exemple, puisqu'on parle des écoles, l'école de 1920, c'est pas l'école d'aujourd'hui. On est sur une réflexion qui est différente, architecturalement parlant, j'entends. C'est songer pour ouvrir la classe au-delà même des murs de la classe. On veut des espaces qui sont globalement apprenants. Même la circulation qui nous invite à aller en salle, elle doit nous enjoindre à des dispositions favorables à l'apprentissage. On a parfois des circulations qui sont volontairement élargies pour laisser des places de manière à ce que des étudiants puissent se réunir, échanger. On va au mur aménager des espaces qui sont interactifs et qui permettront, même dans les circulations, d'écrire et donc d'avoir un espace qui est hyper favorable à l'échange et à la communication. Et donc tout ça, ça va avoir un impact sur le règlement de sécurité incendie. L'impact sur, par exemple, la croissance va impacter les questions de l'accessibilité. Tout ça va impacter les questions administratives. Et finalement, ce qu'on peut noter, c'est que tout est parfaitement lié. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on est conforme sur la question de la sécurité incendie qu'on l'est nécessairement sur l'accessibilité. On avait donné un exemple tout à l'heure, je vais le reprendre. Un local qui accueille 100 personnes, bien, au titre de la sécurité, pour l'évacuer, c'est 2 dégagements de une UP pour 100 personnes. 90. Sauf que, on regarde l'accessibilité, dans le 9, 100 personnes, c'est un accès avec un passage d'1,40 m. Et donc, s'il y a 2 blocs portes, eh bien, il faut en plus un ventail de moins 90. Donc, les 2 sujets se superposent. Il est important, je crois, d'avoir une vision assez globale, une vision d'ensemble de la réglementation. Il faut bien la connaître d'ailleurs, parce que sinon on se bride, on se limite, on se restreint. Et donc, je conclurai sur le fait qu'il faut se former. Alors, il faut aussi savoir, tiens d'ailleurs, je vais porter un message, parce que j'ai eu le plaisir d'échanger avec certaines personnes dans le service départemental d'incendie de Gironde. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent, parce que est-ce qu'on a du monde qui est de Gironde là? Parce que j'ai pensé qu'on aurait du monde de Gironde.
Qui est de la Gironde? Signalez-vous. Girondin. Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est où la Gironde? Non, je déconne, personne ne dit ça. C'est pour rire. Il n'y a personne de Gironde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Gironde ou pas. Enfin, bon, vous allez me le dire. Il y a Gaël quand même. Toi, Gaël, tu es de Gironde. Oui. On avait discuté du coup avec le service départemental d'incendie et de secours, avec différentes personnes, peu importe, qui sont rattachées à ce service en tout cas. Et on a évoqué le sujet des bâtiments biosourcés. Et notamment dans cette discussion, il a été mis en évidence que la filière bois est une filière qui va s'accentuer au regard des objectifs environnementaux qui ont été décidés par le gouvernement. Et ces évolutions liées à l'exigence portée par le gouvernement, il faut le reconnaître, elles amènent des réflexions qui sont particulières. Et en Gironde notamment, le service départemental a mûri la réflexion, a réfléchi à tout ça, notamment parce qu'ils ont des échanges avec ce qu'ils appellent Adivbois, ce qui s'appelle Adivbois. Je ne sais pas si vous connaissez, Guillaume, ça te parle? Adivbois, c'est une association. Alors moi, je ne connais pas bien tout ça, mais ils m'ont expliqué un peu ce que c'était. Et du coup, au regard de cette évolution des mœurs, des usages, il y a des solutions techniques qui s'imposent et qui sont mises en œuvre pour limiter la propagation de l'incendie dans les bâtiments et éviter notamment un risque d'embrasement généralisé. Alors, grosso modo, pour les bâtiments de moins de 8 mètres, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Par contre, essai propre à des exigences du SDIS, au-delà de 8 mètres, s'il y a du bois qui participe par exemple à la stabilité au feu, il doit être protégé, il doit être encapsulé. Hein, on va, dès lors qu'il est apparent, systématiquement la protection. Donc un encapsulement par un enduit, par un plâtre, ou bien par des systèmes d'extinction automatique éventuellement, ou d'autres solutions qui ont été mûries par l'ingénierie. Clairement, il y a un enjeu, hein, c'est que comme ce sont des matériaux de bois mais recomposés avec des cols, il n'y a pas de risque, d'une part, effectivement, d'embrasement généralisé, comme on l'a dit, mais aussi, d'autre part, pas de risque d'effondrement du bâtiment ou de partie du bâtiment, de structure principale ou même secondaire, au moment où on a encore du monde qui évacue, mais aussi au moment où les secours interviennent. Hein, donc, la réflexion, elle se porte sur tout ça. Alors, notamment, il y a, entre guillemets, une boîte à outils qui propose quelques astuces. Par exemple, les escaliers seront systématiquement incombustibles, béton. On imposera également un recoupement coupe-feu de façade à façade pour créer des cellules de 300 mètres carrés, des protections des vides. Et tout ça, c'est des solutions, vous voyez, qui sont, entre guillemets, dans cette boîte à outils pour tendre vers ce type de construction. Donc, on est encore une fois sur une volonté de la part de l'autorité d'intégrer la sécurité dans la construction et non pas faire de la construction pour y faire de la sécurité. Vous voyez, hein, c'est un paramètre que l'on ajoute. Mais le but, clairement, ici, encore une fois, ce n'est pas de brider les ambitions et la créativité. Le problème, c'est que parfois, les évolutions des choses vont plus vite que les réflexions. Et alors, ça peut prendre un petit peu de temps à se mettre en place. On peut aussi manquer de retour d'expérience. Alors, dans ce contexte, au permis de construire, en Gironde, hein, il est demandé, j'insiste, des plans bien détaillés des niveaux avec les éléments de construction. Donc, on vous demande une analyse assez complète du dossier pour présenter les choses avec ces petites astuces. Donc, boîte à outils, c'est propre aux SDIS de la Gironde, je ne maîtrise pas plus que ça, mais vous voyez, ça amène à la réflexion sur le fait même qu'en aucun cas, on souhaite brider la créativité, ce n'est pas l'objet. La réglementation n'a jamais eu cette ambition, et si vous vous formez, vous verrez que le champ des possibles est certainement plus large que ce que vous imaginez. Donc, je reconclus et je rajoute et je redis pour finir, ça sera mon mot de la fin, et Guillaume, je te laisserai la parole, venez vous former, tout simplement. Non, et puis il y a un intérêt vraiment multiple de pouvoir alimenter les programmes un peu des clients, de savoir un peu le champ des possibles. On sera jamais aussi bon que toi, Florian. Mais en fait, l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de comprendre cette matière-là et au moins ces grands enjeux pour pouvoir, tout simplement gagner du temps, quoi.
et de passer, enfin, de pas en perdre en tout cas sur des mauvaises solutions, ce genre de choses, quoi. Et l'intérêt avec toi notamment, c'est de comprendre le fond des règles en fait un petit peu et de pourquoi elles arrivent. Les 8 mètres par exemple et la hauteur d'échelle, c'est très parlant en fait. Une fois qu'on a compris un petit peu l'essence, c'est des choses qu'on retient beaucoup plus facilement, quoi. Ouais, comprendre C'est beaucoup moins de la données, genèse, comprendre la genèse des règles, effectivement, permet de mieux appliquer la règle. Parce qu'on en comprend le sens et effectivement, on applique mieux la règle. On applique mieux la règle. Alors, il faut se méfier avec l'innovation. J'y pense parce que là, j'ai quelque chose que tu reconnais, Guillaume, certainement. Oui, je me connais très bien. Ouais. Je connais très bien. Là, on est sur des matériaux issus du recyclage. Rappelle-moi ce que c'est. Rappelle-nous ce que c'est. Alors, c'est de la marque Artex. Ce sont des mousses acoustiques, des mousses absorbantes, qui permettent en fait de faire plein de formes pour pouvoir du coup absorber et en tout cas améliorer l'acoustique des salles. Et c'est fait en quoi? En bouteille recyclée. Et la question qu'on s'est posée, c'est que du coup, la réaction au feu, de ce genre de choses qu'on met sur les têtes, c'est M0, si je me trompe pas. Enfin, si je ne me trompe pas. M1. D'où l'intérêt de t'avoir, tu vois. Et le problème, c'est que quand nous, on s'est amusé à le cramer avec un briquet, on avait découpé des petites lamelles, on s'est dit, mais en fait, ça prend feu leur truc. Comment ils ont fait pour ça a carrément cramé. On a failli foutre le feu à ton bureau. Ouais, et en fait, on avait trouvé que c'était étonnant d'ailleurs. C'était très étonnant. En réalité, en fait, on a posé du coup la question au fabricant, on a relu un petit peu la personne qui avait attribué la réglementation. Alors, en fait, on avait même échangé avec le laboratoire et la laborantine qui avait mené l'essai. Et on avait fait une vidéo d'ailleurs. Et elle nous a dit, c'est pas ce matériau qu'on a cramé, parce que nous, c'était M1. Et là, votre truc, c'est les portes de l'enfer, votre truc là. Donc, et alors, en fait, on a compris que c'était un matériau qui était ignifugé par traitement de surface. Et donc, parfois, il y a des matériaux comme ça qu'on nous propose, effectivement. Alors, c'est M1, pas de problème, mais c'est M1 tant qu'on le découpe pas, quoi. Hein. Tant qu'on le découpe pas. Et évidemment, il faut songer à tout ça. Nous, on a été curieux de se dire, tiens, ça va être posé, ça va être découpé. Qu'est-ce qui se passe quand on le découpe? Eh bien, quand on le découpe, ça crame du tonnerre de Dieu. Donc, c'est M1 tant que c'est pas découpé, quoi. Et alors, dans notre réflexion, ça a été intégré, quoi. Surtout ne pas le découper. Alors peut-être ne pas le mettre en place. Bon, d'ailleurs, c'est un projet qui s'est pas fait d'ailleurs. Mais je crois qu'on l'avait prévu pour un projet qui s'est finalement pas fait. Mais pour le coup, dans notre réflexion, on a dit il faut qu'on fasse gaffe. Ça doit pas être coupé. Il faudra qu'on en parle, qu'on évoque le fait de ce matériau. C'est important d'évoquer les caractéristiques des matériaux. Je rappelle que je reprends l'exemple du 5.7. Le fournisseur de polyuréthane a été condamné par le fait qu'il n'a pas expliqué les dangers du polyuréthane. Il a été condamné par manquement du fait qu'il n'a pas expliqué les dangers du polyuréthane dans l'aménagement. Et donc, il a été condamné pour ça. Il n'a pas dit que ça cramait, quoi, en gros. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Il faut avoir une démarche un peu globale, une démarche un peu qualitative, se poser les bonnes questions et surtout penser les choses pour que ça marche. Il suffit pas de mettre en place des robinets d'incendie armés, qui sont des sortes de petites lances à incendie que le personnel va utiliser. Il s'agit aussi de former, parce que sinon, ça va rester là au mur tranquillement et ça va rester carbonisé sans même avoir été utilisé. Donc, il faut vraiment être dans une démarche qualitative, dans un contexte réel, et prouver les choses dans la réalité, parce que les choses sont pensées dans des contextes qui sont factuels. Voilà. Voilà. Alors, peut-être qu'on va... je ne sais pas si, Gaël, tu nous entends. Je ne sais pas si on va... S'il y a des questions peut-être auxquelles on peut répondre. Il nous reste une demi-heure. Gaël est toujours là. Tout à fait, bien sûr, je suis toujours là. Et Gaël, je suis bien sûr. On ne t'a pas endormi, ça va? Absolument pas, j'étais passionnée. Et alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est très, très gentil. Et alors, est-ce que beaucoup de gens nous ont quittés ou est-ce que ça vous Absolument pas. Alors, tant mieux. Tout à fait. Il y a peut-être des questions, du coup, on va peut-être essayer de répondre à des questions si on a la réponse, ma foi, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses. Oui. Alors, déjà Guillaume, je laisse la parole. Non, je dis après pour les questions en fait qui sont parfois très précises. Ce qui manque souvent pour répondre, c'est les éléments de contexte en fait, parce que c'était par exemple le cas du cabinet de kiné qu'on avait en départ. C'est jamais évident en fait tant qu'on voit pas l'ensemble dans quelle situation le local est, quoi. Mais on peut quand même malgré tout essayer de rappeler les règlements et les articles. Ouais, donner des pistes. Par exemple, là, moins de 20, tiens, il y a peut-être cette question du P2 par 3 et 4. Regardez, le règlement tout entier là ne s'applique pas. C'est une disposition allégée, c'est intéressant de le savoir. Ça peut nous permettre de retirer l'épine du pied dans certains cas. Maintenant, on est loin. Alors, pour être très franc, parfois, on répond trop vite. Parce que il n'y a pas de mystère.
le règlement de sécurité, il faut prendre le temps de l'interroger. Et on peut toujours, sur une réponse, se dire j'aurais dû répondre ça comme ça plutôt, parce que précisément, les choses sont écrites comme ça. La réflexion, elle est celle-ci. Donc, certaines réponses méritent aussi d'être mûries. Là, on va répondre pour le principe le mieux possible, sans se révéler, ma foi, catégorique à chaque fois. On va essayer, tout du moins, s'il y a des questions. Quelle est la couleur d'un détecteur? Rouge. Okay. Alors, au tout début, Guillaume et Florian, il y avait une question de Stéphanie Lacaze à laquelle on n'avait pas répondu, architecte dans le Gers. Est-ce qu'un cabinet de comptabilité doit être considéré comme un ERP? C'est une question de 6h03. On y a répondu. Alors, moi-même qui suis en entreprise, j'ai un comptable et il est ERP. Hein. Il reçoit ses clients, on a des salles de réunion. Quand j'y vais, je patiente dans la salle de réunion. Le comptable, l'expert me rejoignent bien. Il y a même un espace d'accueil. Donc oui, c'est de l'ERP, quoi. Hein, c'est de l'ERP. Hein. Mais la considération, vous voyez, elle vient vite quand on est sur des, comment on appelle ça, des professions libérales, voilà. Hein, il faut s'y attendre, hein, il faut le comprendre, quoi. Il faut le comprendre. Les avocats, par exemple, bon, bah, un des gros dossiers que j'ai eu à traiter ces dernières années, c'était un cabinet d'avocats, je ne dirais pas qui, mais c'est de dimension mondiale. Ils sont implantés en plein cœur de Paris, à 200 mètres de l'Arc de Triomphe, et ils ont là à peu près 200 salariés dans l'immeuble, quoi. Et ils ont des salles de réunion pour accueillir 180 personnes. Donc là, évidemment, c'est de l'ERP, quoi. On tombe sur le coup de l'ERP, mais en fait, c'est l'élément de contexte qui va trancher, puisque le comptable qui serait que chez lui, qui bosserait tout seul avec un ou deux collaborateurs, là, du coup, on est plus sur quelque chose de plus assoupli, quoi. Alors, c'est vrai que si je reçois, moi, ça m'arrive de recevoir un architecte à mon bureau, je vais le chercher à l'entrée, on se pose ensemble et tout ça. Voilà. Là, le contexte de sécurité au titre de l'ERP se pose pas. Par contre, ce qui se posera comme question quand même, ça sera la question de l'accessibilité, hein, parce que bien sûr, systématiquement. Si je pour rentrer chez moi, mes chers amis architectes qui viennent me voir, bah, ceux en fauteuil roulant, ils resteraient dehors. Et là, se posera la question d'une discrimination, mais ça serait parfaitement légitime. Par chance, j'habite à rez-de-chaussée. Donc oui, la réponse est oui. Voilà. Et la porte derrière à la bonne dimension ou pas? La porte derrière à la bonne dimension, effectivement, car le logement est assez récent et de ce fait, il répond à des règles liées à l'habitation sur l'accessibilité qui me permettent d'être assez tranquille sur ça. Par contre, l'interphone ne marche pas et du coup, on ne peut pas se signaler. Il ne marche pas, il a été changé, mais écoute, ça fait 3 semaines qu'il ne marche pas, malgré le fait qu'il a été changé, donc tu vois, il y a encore des choses à revoir. La question de Cyrine Couot, vous y aviez répondu, hein, donc je l'enlève la règle des 5 mètres. Oui, les 5 mètres, c'est vrai que c'est une règle propre au premier groupe. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans le deuxième groupe, il n'y a rien, bien au contraire. Justement, on demande à ce que les dégagements soient judicieusement répartis, sans préciser de manière formelle ce qui est judicieux. À partir de là, ça permet de faire toutes sortes de considérations. On peut se retrouver, et j'ai des architectes qui m'ont fait part de leur désarroi quand ils ont été confrontés à des exigences particulières, on va dire. Je ne jugerai pas de savoir si c'était pertinent ou pas, parce que j'ai pas étudié le dossier, mais voilà, on leur dit, bah, ouais, mais non, les issues, je les veux là, quoi. Donc, c'est pas bien réparti, ça ne va pas. Il y a 5 mètres, je sais, et de toute façon, 5 mètres, on n'en parlera pas, mais ça ne va pas. Ça passe pas. Ça bloquait. Donc, peut-être qu'on a comment isoler un plafond coupe-feu existant en bois pour le rendre CHU. On a eu des cas comme ça, alors pas que en bois d'ailleurs, hein, parce qu'on avait sur l'Inalco par exemple, on avait des planchers qui étaient faits en ourdi avec des structures. Poutrelles ourdi, mais en fait là, quand c'est le plus simple, c'est de floquer la plupart du temps, mais bon, souvent si le plafond en bois, il faut déjà être sûr qu'il soit compatible avec le support pour pouvoir disposer le produit. Là, j'imagine qu'on veut peut-être le garder, donc c'est encore cet élément de contexte. Si on souhaite garder le plafond et pas le masquer, floquer, sinon remettre quelque chose de coupe-feu avant. Et je sais qu'à l'Inalco, on avait eu le cas sur des décors en bois. Donc, c'était pas des plafonds, mais c'était des décors. Et là, c'était un dialogue avec le bureau de contrôle qui avait accepté à ce qu'on mette un traitement inifuge. Mais il fallait que l'ensemble des décors ne représente pas tant de pourcentage de bois de départ bois. Et là, cette notion-là qui avait été abordée. Action au feu, effectivement, plutôt, oui, il y avait une question d'action au feu, mais de manière générale, effectivement, on arrive à protéger par en dessous quand même. Hein. Oui. La question est de savoir si vous voulez encore voir le plafond en bois ou pas. C'est ça. Non, ça va être non la réponse. Voilà, donc on va faire un.
Peut-on faire un écran de cantonnement en bois mélaminé épaisseur 22 mm et sous quelles conditions? J'ai pas vu cette question. Attends, je vais regarder. Si c'est bon, peut-on faire un écran de cantonnement en bois mélaminé épaisseur 22 mm et sous quelles conditions? C'est vachement précis cette question. C'est vachement précis. Ça nécessite d'interroger l'instruction technique 246. Parce que si je ne m'abuse, il y a quand même pas mal de règles ici qui sont à respecter, notamment sur la stabilité au feu de l'écran. Alors, je suis pas sûr qu'on va répondre tout de suite de manière catégorique. Non, mais on avait regardé, on pourra pas répondre, mais je sais que les exigences sont pas extrêmement strictes, parce que finalement, toi, une simple feuille de verre, on arrive assez vite à la voir. Ouais. Alors, voilà ce que ça dit, hein. Un écran de cantonnement est constitué soit par un élément de structure, couverture, poutre, mur, soit par un écran fixe, rigide ou flexible, stable au feu de degré un quart d'heure, Ouais. et en matériau de catégorie M1 ou BS3D0. Donc sur du bois avec l'épaisseur, au regard de la réaction au feu à laquelle ça va correspondre, je doute un peu que ça puisse se faire, sauf qu'on puisse proposer un traitement. Il faudrait regarder, hein, parce que finalement, c'est que le quart d'heure qui est demandé, c'est ça que tu as dit. Hein. Donc c'est pas énorme. La réaction au feu, si, la réaction au feu, voilà. Donc sur du bois, ça peut en revenir, quoi. D'ailleurs, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait en verre, les écrans de cantonnement, parce qu'on arrive très bien à répondre à ça en verre, et puis en plus, ça les rend discrets, et ça n'atténue pas le caractère architectural des lieux. C'est pour ça qu'à l'INALCO, on a choisi du. Et c'est pour ça qu'on le voit souvent dans des volumes de grande surface. Comme ça, je creuserai certainement, mais je doute qu'on puisse, au regard de la réaction au feu du bois lui-même, sauf à ce qu'on ait par-dessus un traitement. Mais bois pur, latte de bois, ça va être compliqué. Surtout un mélaminé reconstitué. Non, je recherchais une autre solution que le placo coupe-feu. Une autre solution que le placo coupe-feu, oui. Il n'y en a pas 10 000 en fait. Hein. Dès lors qu'on doit un plancher, il faut qu'on assure une protection. Hein. Alors, la logique, c'est de protéger par en dessous. Maintenant, on peut protéger par au-dessus, éventuellement, en faisant une reprise au niveau du sol. Mais on a moins souvent cette opportunité, puisque souvent, c'est plutôt les sols qu'on essaie de préserver. Il y a Bono qui dit oui, stable au feu un quart d'heure, 15, il me semble. Bah oui. Mais il y a aussi, je vous le dis, la réaction au feu. Et là, le bois, j'ai un doute quand même, hein, sur cette épaisseur-là. On a un arrêté qui nous prescrit d'ailleurs, au regard des épaisseurs, les réactions au feu qui sont à considérer pour le bois. Et donc là, on est plutôt sur du M3, je pense, mais je ne voudrais pas être catégorique, surtout pas. Est-ce qu'on prend d'autres questions? On a peut-être encore un peu le temps, c'est 55. Oui, bien sûr. Il est 19h39, effectivement, on peut prendre encore quelques questions. Florian, Guillaume, vous les voyez? Oui, alors pourriez-vous nous dire comment intégrer ces normes incendie et PMR dans les différentes phases? Donc, j'imagine des phases de loi MOP, un petit peu de ce genre de choses. En fait, elles s'intègrent à toutes les phases. Finalement, c'est un peu qu'est-ce qui caractériserait ton rôle dans tout le processus de projet. En amont, en fait, en toutes les phases esquisses, ça va être des rappels de règles et des grands principes. Exact. Et en fait, il y a quand même des éléments par la réglementation qui sont ultra dimensionnants dès le départ. Exactement, dès le départ. Là, on est dans ce contexte-là, il faut ça. Et donc, dans l'esquisse, déjà, ça va être qu'est-ce qu'on y fait. On commence à parler un petit peu du programme et tout de suite, en fait, on va déterminer le nombre de dégagements, le nombre d'unités de passage. Et donc ça va être peut-être à cette phase-là. Et puis plus on va arriver dans des éléments un peu précis, puis à la fin, en gros, on va dimensionner typiquement savoir de quelle matière on fait notre écran de cantonnement. Donc ça, c'est plus on avance dans les phases, en gros, plus on grossit l'échelle. C'est le même processus que finalement dans un projet architectural classique, quoi. À chaque étape, il y a des amenés, quoi, et des apports. Et puis on rentre dans le détail de plus en plus, quoi. Chaque activité a vraiment des spécificités et des choses qui sont dimensionnantes. Et donc ça, c'est bien de les avoir soulignées dès le départ. Attention, dans le cas qu'est le nôtre, ça va s'imposer. Par exemple, dans les hôpitaux, je donne un exemple. Là, on a un article U19 qui est un article qui est assez compliqué finalement à comprendre. Parce qu'il dit, en aggravation des dispositions de l'article CO49, paragraphe 2, la distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres, ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment qui forme un cul-de-sac. Alors, quand on regarde le CO49 paragraphe 2, on a un peu l'impression que les textes sont identiques, mais en fait non, à bien regarder, pas du tout. Parce que le CO49 paragraphe 2, il est beaucoup plus souple. Il va nous autoriser, au lieu de l'escalier, de trouver une circulation qui est protégée et dont les portes sont munies de fermes portes. Et donc, à l'issue des 40 mètres,
bah, dans le contexte général, vous n'avez pas trouvé l'escalier, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une circulation protégée, on met des fermes-portes, et puis on est toujours bon. Sauf que là, avec l'aggravation du 19, il faut déjà dès le départ dimensionner le bâtiment avec des escaliers pour qu'on n'ait jamais plus de 40 mètres pour le trouver. Et donc, ça forme le bâtiment au regard des distances par rapport aux escaliers, directement. C'est assez brutal. On ne peut pas s'imaginer une grande longueur et 2 escaliers à 200 mètres l'un de l'autre, quoi. Ça passera pas, ça sera impossible. Chose qui, pourtant, dans une école, pourrait s'avérer être réalisable. Ça, c'est qu'un exemple, hein, mais je veux dire, chaque réglementation va tout de suite avoir ses grandes caractéristiques. Je vais donner un autre exemple, les discothèques. Discothèque, dès lors qu'on est en sous-sol, on sait très bien que ça va être violent parce que le règlement va tout de suite nous amener à la 4e catégorie. À partir du moment où il y a 20 personnes, une discothèque en sous-sol, c'est traité comme un grand établissement. 20 personnes, un grand établissement. Moi, 20 personnes, j'ai jamais trouvé que c'était énorme, quoi. C'est ce qu'on peut recevoir à la maison, c'est peut-être une petite soirée. Bah, écoutez, là, le règlement, il vous dit que vous êtes un grand établissement. Et alors, le règlement, dans les discothèques, il est sévère, très sévère. On voit qu'il y a eu des drames, hein, le 5-7 et l'un-2. Hein. On voit bien qu'il y a eu des drames. Et donc, tout de suite, il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une bonne idée d'être en sous-sol ou pas? D'ailleurs, se pose parfois la question même de qu'est-ce qu'un sous-sol? Ça, c'est quelque chose qui est généralement pas maîtrisé. Tiens, d'ailleurs, allez, c'est moi qui vais poser des questions, parce qu'il y a je suis pas sûr qu'on a beaucoup de questions. Alors, si tu en as une assez précise, crèche de type R en 5e catégorie en rez-de-chaussée avec un parking en sous-sol. Avec un quoi, hein? Un parking. Oui, pas de problème. Alors, il faut savoir que la crèche, justement, bah, ça, c'est un très... Attends, la question vient après. Désenfumage du parking, pas possible, car parking imposé après conception de la crèche. Du coup, quelles mesures compensatoires possibles? Le parking est-il ERP? Ouais, donc, ça serait à ça de répondre. Ensuite, on nous indique que l'ANEDR est possible, mais pas le désenfumage. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que Sprinkler viendrait à compenser non, éventuellement ne remplace pas le désenfumage. Même au contraire, en réalité, parce que finalement, quand on sprinkle et qu'on désenfume, on désenfume d'abord, hein, parce qu'il faut que le mouvement des convections se fasse. Donc non, ça va soulever des vraies questions. Il faudrait qu'on étudie un peu plus. Est-ce que le public a accès déjà à ce parc de stationnement? Est-ce que c'est un parc de stationnement destiné à garer le public? Parce que si c'est le cas, il va certainement arriver sous le... Alors, il y a combien de places aussi? Ça aussi, c'est une question qu'on va savoir si on... Alors, on va faire, en fait, je suis en train je vais pas vous cacher ma réflexion, je suis en train de me demander la réglementation applicable. Hein. C'est là que mon référentiel m'impose à la règle. Et c'est à partir d'une réglementation applicable, donc de cet effort du classement, que je vais pouvoir mesurer l'écart. Après, il faut aller au texte, voir si les enfumages s'imposent. Alors, c'est le cas dans les parcs de station PS, oui, il s'impose. Donc, ça va être difficile, si on est PS, de ne pas désenfumer. Hein. Ça me paraît même extrêmement compliqué. Je suis pas sûr qu'on ait une solution, à part entreprendre des travaux, pour bien désenfumer si on est PS. Parce que tout n'est pas toujours compensatoire. Après, peut-être on peut peut-être faire un truc, peut-être décaisser, ouvrir largement pour faire un parc qui est largement ventilé. Je suis en train de réfléchir à différentes solutions, quoi. Mais là, comme ça, tout de suite, si vraiment on est en sous-sol, au centre où on est enterré sous terre, ouais, peut-être que ça va être compliqué. Ouais. Je vois pas bien. D'ailleurs, la question de la crèche, elle souligne une chose, c'est qu'une crèche est interdite en sous-sol. Hein, on n'a pas le droit. Tu as quelques éléments de réponse. Donc, c'est un parking ERP. Le public qui dépose les enfants, il fait 20 places et enterré, oui, sous terre. Oui, alors 20 places, attends, je vais aller au texte, hein, parce que du coup, les PS. On va voir à quel moment on va travailler sur le PS. Alors, ouais. 10 places, ça tombe mal. Le présent chapitre, article PS1, complète les dispositions du livre 1, c'est l'article GN, du règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique dans les établissements de public. Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement aux bâtiments d'habitation et aux bâtiments relevant du Code du travail. Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé, voilà. Donc 10, on y est. Après, il faudra interroger le désenfumage, creuser ce sujet du désenfumage dans les PS, qui, de mémoire, va varier en fonction qu'on soit sprinklé ou pas. Si ma mémoire n'est pas trop déconnante, si on est sprinklé, on peut être à 600 mètres cubeurs par véhicule. Si on ne l'est pas, c'est 900 mètres cubeurs, si ma mémoire n'est pas trop déconnante, je vous le dis. J'ai plus les chiffres, mais je sais qu'en fait, le Spring Pack permet juste en fait d'assouplir la les volumes de désenfumage. C'est l'article PS. Dans aucun cas, tu l'éteins.
Voilà, PS18. Les installations de désenfumage permettent l'évacuation des fumées des gaz chauds en cas d'incendie. Les installations de désenfumage et de ventilation du parc peuvent être communes. Le désenfumage du parc peut être réalisé par tirage naturel ou mécanique. La mise en place d'un dispositif anti-intrusion, tel qu'un grillage ou une grille installée au droit des ouvertures du parc, de stationnement largement ventilé ou des bouches de désenfumage pour les autres parcs de stationnement, ne doit pas réduire l'efficacité du désenfumage. Là, on a le désenfumage naturel, où ça va être des ouvertures d'un certain nombre de décimètres. Après, on a le désenfumage mécanique. Et c'est effectivement là qu'on nous dit que le désenfumage mécanique s'effectue par compartiment et assure un débit d'extraction minimal correspondant à 900 m3/h par véhicule et par compartiment. Cette valeur peut être réduite à 600 m3/h par véhicule et par compartiment si le compartiment est équipé d'un système d'extraction automatique de type sprinkler. Donc oui, là, sprinkler ou pas, on doit désenfumer. Il y a une souplesse sur le débit, mais on ne va pas faire disparaître cette obligation. Il n'y aura aucune disposition qui permettra d'éteindre le désenfumage, en fait. Peu importe, ce ne sera pas compensatoire au titre d'une alarme, par exemple, de très bonne catégorie. Enfin, ça ne pourra pas, quoi. Je réfléchirais à autre chose. Je partirais plutôt sur le fait de créer des parcs isolés avec des accès indépendants pour être à moins de 10 véhicules. Enfin, je suis en train de partir sur des hypothèses, mais après, c'est vraiment les éléments de contexte qui vont manquer, quoi. Oui, puis surtout, ce qu'il est possible de faire. Rien qui ne pourra se valoir aussi pertinent que le besoin s'exprime à 19h48 ce soir. Oui. En tout cas, on a là l'article qui fait référence. Et donc, oui, on a bien à la base cette obligation. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment la contourner. Ça peut être une solution que je pense décaisser pour être sur un parc largement ventilé. Je pense à ça parce que ce qui m'amène à penser à ça, c'était justement la question de la crèche. Au départ, je m'attendais à la question de public en sous-sol. Effectivement, en sous-sol, c'est interdit. C'est interdit. Tiens, d'ailleurs, je voulais poser une question à mon tour. Est-ce que parmi vous, vous qui êtes avec nous, est-ce que quelqu'un saurait nous dire ce qu'est un sous-sol au sens du règlement de sécurité? Parce que ça, c'est quelque chose qui, depuis que je fais ce métier, m'a toujours amusé. Je me suis rendu compte que la définition du sous-sol au sens du règlement de sécurité n'est pas du tout celle qu'on lui donne en général. Hein. Ça, c'est assez amusant. Et alors, je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça dans la foulée. Est-ce que quelqu'un saurait nous dire de manière catégorique, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Hein. Là, ça s'invente pas. Hein, on sait ou on ne sait pas. Hein. Guillaume, te souviens-tu, non? Non, je sais que tu me l'avais déjà dit. Ouais, oui, des fois, oui. Alors, le sous-sol, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Alors, on me dit le niveau en dessous de l'accès des pompiers. Non, même pas, en réalité, non. C'est pas lié à ça. Alors, ça commençait bien. Alors, oui, il y a un autre niveau de référence pour le PS, mais non, le sous-sol n'a rien à voir avec ça. En fait, la question du sous-sol s'apprécie au regard de la hauteur des sorties. Pour quitter un local, on va avoir des sorties. Ces sorties, elles ne sont pas nécessairement toutes à la même hauteur. Et on peut, puisqu'elles ont des hauteurs différentes, apprécier la hauteur de chacune d'entre elles. On peut aussi, puisqu'on a la hauteur de chacune d'entre elles, en comparant à ce qu'on veut, hein, ça peut être un point de repère comme NGF, qui est un point de repère national mesuré à Marseille, dans le port, hein, en niveau 0, mais qui est référence pour toute la France. Bon, à Paris, on a d'autres références que NGF, vous vous doutez bien. Hein. À Paris, ils n'ont pas voulu suivre Marseille, je crois. Comment ça s'appelle à Paris, d'ailleurs, Guillaume? Je ne suis pas à Paris, moi. Mais à Paris, non, pas le NVP. NVP, voilà. Je sais plus l'acronyme, c'est mais ça, c'est ouais. le point de niveau. À la fin, c'est parisien, c'est sûr. Niveau, je l'ai vu, mais voilà. Donc, bon, un point de repère quel qu'il soit. Et puis, à partir de ça, on peut déterminer la moyenne de la hauteur de notre sortie. J'ai une sortie à, je vais dire, plus 10 mètres, une sortie à 10 mètres, ma moyenne, c'est 11,50 mètres. Eh bien, le règlement nous dit qu'on est en sous-sol quand la surface du plancher haut, pour dire le plafond en dur, je traduis, hein. Effectivement, à première lecture, la surface du plancher haut, ça peut interroger. La surface du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus de ce niveau moyen des seuils d'issue sur l'extérieur. Et ça, si c'est le cas, si on a moins d'1 mètre, on est en sous-sol. Mais on est aussi en sous-sol quand le plancher bas est à plus d'1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou de ce niveau. Et alors, par exemple, depuis un temps, je travaillais en cabinet d'archi comme bureau méthode. On a un archi qui arrive tout heureux à l'agence et qui dit « ça y est, on a enfin trouvé le local pour telle crèche », un client qu'on accompagnait depuis un moment.
Et alors, il me dit, tiens, jette un coup d'œil pour me dire que niveau sécurité, c'est bon, hein. Fais-moi ça rapidement, là, parce qu'on va leur annoncer la bonne nouvelle. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Il m'a montré le local. On accède de plein pied, hein, mais on est en périphérie de la défense, pardon. Et à part cette petite porte qui donne sur la voie publique, tout le reste, c'est des escaliers, 3 escaliers, qui permettent d'évacuer ce grand local et qui nous amènent sur le parvis de la Défense. Et donc là, vous comprenez que vous êtes en train de remonter sérieusement vers le parvis de la Défense. Et je regarde son truc et je lui dis, bah ouais, mais attends, là, explique-moi, on est où là? Ah, ça, c'est la Défense, on remonte sur le parvis, c'est ça? Ouais, bah t'es en sous-sol, hein, t'es en sous-sol. Alors il me regarde, il me dit, bah non, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, regarde les photos. Là, c'est l'entrée, là, c'est la rue, là, il y a les voitures, c'est plat. Ça peut pas être du sous-sol, on y rentre plat, même un fauteuil roulant, on y va. Il a fallu que je lui explique ce qu'était le sous-sol. Et alors, je lui ai demandé de me montrer toutes les photos qu'il avait prises, et je lui ai demandé s'il avait pris la photo des plans, parce que souvent, on prend la photo des plans des anciens locataires, hein, ce qu'il a bien sûr fait. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est marqué « premier sous-sol ». Et là, il me dit « merde, c'est un sous-sol ». Alors, on peut toujours essayer de sortir du sous-sol parce qu'il s'agit de recréer des sorties pour modifier la moyenne. Mais dans le cas qui était le nôtre ici, ça s'est avéré être impossible. Par contre, bien comprendre ce qu'est un sous-sol, c'est important. Parce qu'on a des projets où les entre guillemets, brokers immobiliers nous disent « Regardez ce magnifique raid jardin, ce magnifique raid patio, l'emplacement idéal pour votre crèche. » Ou pas. Hein, parce que parfois, ça cache une appellation sous-sol. Vous voyez, ça, c'est un point qui m'est apparu important à évoquer. Alors, il y a des solutions, parfois on fait des cours anglaises, pour justement recréer des sorties plus bas, puis des escaliers qui remontent, mais en extérieur. Hein, donc, on arrive à s'en sortir souvent comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai été clair dans mon propos? J'ai fait une petite pirouette, anecdote là-dessus. C'était parfait, Florian. Et la question est, le saviez-vous? Le saviez-vous? Combien de fois on nous a proposé des raids patio, des raids jardins pour des projets d'école à 150 personnes, mais qui étaient en fait en sous-sol. Alors c'était faisable, sauf que ça nous imposait, parce que c'était un sous-sol, d'être dans le premier groupe. Donc ça amenait des contraintes réglementaires lourdes au projet. Alors certes, le loyer était moins cher, mais on n'était pas forcément en train d'y gagner au regard de l'excité technique qu'allait imposer le projet. 1 mètre, oui, Pierre Houzard, la bonne valeur c'est 1 mètre. Hein, il faut, pour ne pas être en sous-sol, par rapport à ce NMSIE, ne pas avoir moins d'1 mètre entre ce niveau moyen qui est fictif et la soupape du plancher haut, ni même avoir plus d'1 mètre en dessous, en contrebas. Donc effectivement, c'est la bonne valeur. C'est cette valeur-là qui est regardée, qui est appréciée. D'ailleurs, en ce moment, j'interviens sur une clinique à Paris. Ils ont fait des travaux et puis ils ont demandé l'autorisation. Oui, dans ce sens-là. Vous êtes d'accord avec moi? Normalement, c'est l'inverse. Hein, sauf que l'autorisation n'est pas venue tout simplement parce qu'ils étaient avec un enfouissement de plus de 6 mètres. Et ils avaient là des postes de travail. Or, c'est strictement interdit. Le Code du travail l'interdit. L'ERP interdit également de recevoir du public, sauf dans des cas bien spécifiques, aussi profondément en dessous de ce niveau moyen. Et donc, c'est l'inspection du travail et la préfecture de police qui s'en mêlent. On est mal. Et là, je vois que quelqu'un m'a mis le texte, tout à fait. David Pilate, le texte. Pour l'établissement de public, un local est dit en sous-sol. Exactement, tout à fait. Article CO 39 pour la référence de David. Merci David, qui nous partage la référence de cet article. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend d'autres questions ou peut-être on se fait un petit tour de salutations? Exactement. Ben, écoute, Florian, il est précisément 19h55. Alors, je n'avais pas caché, je suis en survêtement, je fais comme tout le monde quand on est en visio, mais parce que je vais tout de suite enfourcher mon vélo pour aller chercher ma fille. Il n'y a pas d'essence et je vais la chercher. Donc oui, je vous ai dit que je vous quitterai pour 20h. Je vais aller pédaler dans le froid, voilà. Hein, exactement. À tous nos amis qui sont dans des lieux où il fait beau. Il commence à pleuvoir d'ailleurs là en fait. Oui, alors... il a plu toute la journée. Nous à Amiens, il a plu comme d'habitude un peu toute la journée, voilà. Petite tour de table peut-être. Est-ce que ça a plu à tout le monde notre échange? Est-ce que ça répondait à... Est-ce que vous n'êtes pas déçus d'être venus, d'avoir passé 2 heures avec nous? Nous, on vous en remercie infiniment. À très bientôt. Au revoir. Merci Guillaume. À très vite. Au revoir. À très vite.